là, si on avait une baguette t'avais magique pour faire des soft forks, on ferait un soft fork Covenant, ça c'est très clair. C'est-à-dire BitVM a montré qu'on peut faire certaines choses, et certains Covenant, une proposition qui s'appelle MATS, qui a été faite notamment par le développeur Ledger de l'application Bitcoin sur le Ledger, et bien lui il proposait un Covenant qui permet de faire un peu ce que fait la BitVM, mais en un peu mieux. Il n'y a pas consensus technique aujourd'hui sur un Covenant. En fait, c'est ça la malédiction des Covenants. Ça fait très longtemps qu'on en parle, ça fait très longtemps qu'on sait qu'on en a besoin. Théo Pantamis, bonjour, merci d'être avec nous pour la deuxième fois sur GAC. Salut Guillaume, ça me fait très plaisir d'être ici. Très contente de te retrouver. Comme on disait juste avant, il y a eu des commentaires extrêmement positifs sous la dernière vidéo, sous la dernière interview. Donc on s'est dit il faut qu'il revienne absolument. Enfin, les gens demandaient que tu reviennes. Donc c'est chose faite, messieurs, dames. Théo Panta pour les intimes. Voilà. Et de retour. Donc pour les personnes qui n'auraient pas vu la première interview, tu es ingénieur, tu as littéralement un doctorat appliqué en mathématiques, toi. Et oui. Et tu es chercheur chez LN Market, si je ne me trompe pas. C'est ça, je suis ingénieur R&D, un peu chercheur, mais ingénieur R&D développeur chez LN Market. Comme on le disait dans la dernière interview, tu es, je pense, une des personnes les plus calées techniquement sur Bitcoin. Il y en a beaucoup, des gens très calés, mais tu en fais partie. Et puis, tu es très pédagogue, enfin, tu expliques relativement bien les sujets techniques. En tout cas, la dernière fois, c'était relativement bien passé. On t'avait perdu aux alentours de la 35e, 40e minute sur 1h10. On va essayer de faire la même chose cette fois-ci. On avait évoqué la dernière fois, si je me souviens bien, tout ce qui était Ordinals, BRC20, Stems. C'était l'actualité, donc. Exactement, ouais. Mais on avait survolé, on avait juste touché du doigt tout ce qui était DLC, Discrete Log Contract. Ça va être le défi. On va voir, il y a plein d'autres sujets qu'on va pouvoir aussi aborder, mais on va commencer par ça et voir où ça nous emmène. Donc, je te laisse la parole. DLC, en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? Alors déjà, DLC, donc c'est pas une extension de jeu vidéo, c'est Discrete Log Contract, donc ça veut dire contrat sur logarithme discret. Et en précisant sur tout ce dont on va parler maintenant, c'est sur Bitcoin. Hein. Alors bien sûr. On n'a pas précisé, on va préciser que là, c'est Bitcoin only de mon côté. À LN Markets, on est Bitcoin only. Donc DLC sur Bitcoin. Et on parle donc de DLC sur Bitcoin. Et donc c'est des contrats en fait qui sont basés sur des techniques cryptographiques qui vont être utilisées pour créer un système de produits dérivés au-dessus de Bitcoin. Ça a été proposé par Taj Drija, donc le créateur du Lightning Network aussi, et c'est une sorte de façon de négocier des contrats off-chain et de pouvoir après les enforcer, enfin les imposer on-chain. C'est un sujet d'intérêt pour nous parce que à LN Markets on essaie de faire du trading qui soit le moins custodial possible, et donc évidemment un instrument qui permettrait de faire des produits financiers, des produits dérivés sans le risque de contrepartie, c'est très intéressant. Donc si on doit un petit peu essayer de décrire les choses, on a deux personnes qui veulent prendre un pari l'un avec l'autre. Donc ça peut être, pour la simplicité de l'exemple, on va dire que c'est un pari sur un match, par exemple, si c'est l'Afrique du Sud ou la France qui va gagner ce foutu match de rugby. Et on peut faire un pari l'un contre l'autre sur le gagnant de ce match. Et en gros, on va pré-signer des transactions qui correspondent à une transaction qui paye le gagnant du pari. Mais on va les préciser. Faisons-le entre nous. Par voilà, exemple, on le fait je parie que la France va gagner, tu paries que l'Afrique du Sud va gagner, sans erreur d'arbitrage, bien sûr. Et donc, ça, on peut pas le mettre dans le pari. On pourrait pas le mettre dans le pari, mais donc du coup, on va mettre tous les deux, disons, un Bitcoin. On parie chacun un Bitcoin sur l'issue de ce match de rugby. Exactement. Et on va aussi supposer qu'on a une troisième personne de confiance qui peut signer pour nous le gagnant du match avec une clé qu'il a déjà donnée et qu'on connaît déjà. Et on fait confiance à cette troisième personne. On suppose des deux personnes qui font le pari, il n'y en a pas une qui est en train d'essayer de s'arranger pour que la personne signe la mauvaise chose. Et donc du coup, on va parier chacun un Bitcoin, et en fait on va préparer une transaction qui va créer un sorte de canal de paiement. Et on va préparer plein de transactions qui dépensent l'argent de ce canal de paiement. Et ces deuxièmes transactions qui dépensent l'argent du canal de paiement, on va les signer, mais avec une technique un peu particulière qu'on appelle des signatures adaptées. Alors les signatures adaptées, ou adaptor signature en anglais, ce sont des signatures qui sont quelque part chiffrées.
Alors, elles sont chiffrées, mais chiffrées de manière vérifiable, c'est-à-dire que la signature, je ne peux pas l'utiliser telle qu'elle, mais je peux vérifier que si jamais j'ai connaissance de la clé privée d'une certaine clé publique, alors je vais pouvoir déchiffrer cette signature. Et donc du coup, on va préparer ce type de signature-là, on va se les échanger, et une fois qu'on se sera échangé, on va envoyer chacun notre Bitcoin. On va faire une transaction ensemble qui envoie chacun notre Bitcoin dans cette adresse qui contiendra 2 Bitcoins et qui est une adresse dont on a chacun la clé et pour lesquelles on a préparé toutes ces transactions. T'attaques très fort dès le départ. Ah ouais, c'est un sujet. Alors là, faut pas avoir peur si c'est un peu compliqué. C'est un sujet qui est un peu technique et l'idée sous-jacente, elle est un peu plus. Là, on est rentré directement dans la technique, mais les gens, ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite, ça va bien se passer. Alors, au final, dans le sens du pari entre nous, on parie sur un match de rugby, on a tous les deux bloqué un Bitcoin, voilà. Et en fonction de l'information de la signature un peu spéciale que l'oracle va donner sur ce coffre qu'on a mis un peu au milieu de la table, cette transaction-là, ces 2 Bitcoins, soit ils te retournent à toi, soit ils vont vers moi. Je vais pouvoir unilatéralement retirer cet argent en fonction du résultat que l'oracle aura signé. Exactement. Signé. Okay. Et en fait, initialement l'idée de Tadeusz Drija, c'est que en fait la signature de Schnorr, qui est un type de signature qu'il y a dans Bitcoin qui a été introduit par Taproot, donc qui est maîtrisée aujourd'hui. Cette signature-là peut être interprétée comme une sorte de révélation d'une certaine clé privée qu'on peut calculer à l'avance. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chiffrer nos signatures avec cette clé publique qu'on peut calculer à l'avance. Et donc, il n'y a que quand l'oracle va signer une certaine chose qu'on va pouvoir découvrir la clé privée, d'où le nom logarithme discret. Parce que pour information, ce qu'on appelle le logarithme discret, c'est l'opération inverse de ce qui permet de calculer une clé publique à partir d'une clé privée. C'est-à-dire calculer la clé privée à partir de la clé publique. Et évidemment, c'est censé être très difficile. C'est censé être un calcul qu'on ne peut pas faire. Et effectivement, on ne peut pas le faire, puisqu'on s'est littéralement pris dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'oracle, lui, en fait, il calcule la clé privée pour ensuite calculer la clé publique. Et donc, lui, il est capable de donner la clé privée. L'oracle, comment ça se passe, ce système d'oracle? Qui peut être oracle? Alors, n'importe qui, tant qu'on lui fait confiance. Donc, il faut que nous, on fasse confiance à cette personne ou à cette entité. Voilà. Il n'y a même pas besoin qu'elle ait de Bitcoin ou de choses comme ça. Il faut juste qu'elle ait un programme qui lui permette de faire une annonce, de signaler qu'il va signer l'issue du match. Et ce qui est super intéressant par rapport à un peu le cadre classique, c'est qu'il n'y a pas besoin de le prévenir, il n'y a pas besoin de demander à l'oracle on va mettre en place un contrat, est-ce que tu peux signer s'il te plaît? Si l'oracle prévoit déjà de le faire et de diffuser sa signature, on n'a pas besoin de son avis pour mettre en place ce type de contrat. Ok, c'est comme si broadcastait le résultat du match et vous l'annonce et le résultat, l'annonce de signature et la signature elle-même vont être effectivement broadcastées. Par exemple, on peut broadcaster ça sur Nostr, c'est un cas qui est assez intéressant de broadcasting. Donc sur un Twitter décentralisé. Voilà, Nostr, c'est une sorte de Twitter décentralisé, donc on peut carrément le mettre sur Twitter aussi. Tu connectes du coup, tu te dis si ce compte-là émet cette information-là à partir de cette date, et ben en fait il y aura ce résultat où les bitcoins iront de ton côté ou du on va pouvoir faire un calcul savant à partir de ce qu'on a setup, de ce qu'on s'est échangé comme information. Il va y avoir un petit calcul savant qui va permettre de déduire des signatures qui nous permettent de récupérer ton Bitcoin si c'est l'Afrique du Sud qui gagne au match de rugby et que l'oracle a bien signé que c'est l'Afrique du Sud qui a gagné. Donc là, on a pris un cas relativement trivial, simple, mais en gros, les produits dérivés, donc le système des assurances sur les marchés financiers, c'est le plus gros marché du monde. Enfin, littéralement, moi, ça me fait penser un peu à l'énergie sombre ou l'énergie noire. En gros, c'est partout et nulle part. C'est vraiment la contrepartie de quasiment tout sur les marchés financiers. Et l'idée de pouvoir mettre ce genre de pari, donc de quelqu'un qui va dans une direction et une autre partie qui va dans l'autre, long, short par exemple, ça peut être assez révolutionnaire. Surtout, et on va avoir Théo Mogenet du coup c'est pas demain. Le même Théo. Voilà. C'est ça, c'est un autre Théo. Et j'ai fait attention au début de l'interview, j'avais une chance sur deux de me mélanger les pinceaux. Mais lui a eu l'idée et il m'a dit, demande du coup à Théo, à Panta, de bien expliquer comment ça pourrait marcher, mon idée de fonds monétaire sur Bitcoin et en quoi ça pourrait consister.
Ouais, alors en fait, l'idée Techniquement, lui, après, il nous parlera voilà, plutôt de la partie dans la partie éco-finance. financière. Donc en fait, là, on a fait l'exemple que je viens de donner, par lequel je viens de commencer. Il n'y avait que deux issues possibles à notre contrat. Il y avait l'issue Afrique du Sud qui gagne ou l'issue France qui gagne. Bon, on n'a pas pris en compte le cas où il y a égalité, mais s'il y a égalité, on se rend chacun le Bitcoin et ça, on peut le signer à l'avance puisqu'on se rend les fonds. On peut prévoir un cas où l'oracle ne signe pas et ça nous conviendra très bien. Et dans le cas où on veut un produit financier, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'on n'a pas juste deux issues possibles, on a une quasi-infinité d'issues possibles, puisqu'un prix, bah, il y a plein de valeurs différentes, voilà, c'est un peu continu, et en fait, il y a il y a une sorte de tour de magie qui est fait pour... en gros, on va simplifier un petit peu, c'est-à-dire on va approximer le résultat, c'est-à-dire on va être précis, par exemple, on va être précis au Satoshi près, mais on peut aussi être précis aux dizaines de Satoshi près, en fonction de si on veut un setup plus ou moins rapide de ce contrat. Et en fait, on va réussir à simplifier beaucoup les issues du contrat, on va les réduire en nombre en approximant le prix sur des niveaux bien particuliers, puis en faisant une sorte de courbe où on fait une courbe en escalier à la place de faire une courbe bien lisse. Donc ça permet déjà de réduire, de ne pas avoir une infinité de possibilités, de réduire un petit peu le nombre de possibilités. Et puis il y a un deuxième trick qui est un peu particulier, c'est que l'oracle en fait ne va pas juste signer un prix, il va signer les chiffres du prix. Il va signer les chiffres un à un. Et quand je dis chiffres, en fait, c'est des bits. On va l'écrire en binaire, le prix, et on va signer les 0 et les 1, les uns à la suite des autres, de façon à ce qu'on puisse recombiner toutes les différentes possibilités un peu avec la précision qu'on veut. Donc, pour donner un exemple, le prix du Bitcoin actuellement est autour de 35 000 $. On peut faire un pari sur le prix du Bitcoin à 500 $ près, c'est-à-dire en fonction de si par exemple tu as pris une position longue, je vais te donner un peu plus d'argent si à la fin le Bitcoin vaut 35 500, puis 36 000, etc. Et du coup, on ne peut s'intéresser qu'aux signatures qui portent aux trois premiers chiffres. On n'a pas besoin des deux derniers. Et donc, ça permet comme ça de simplifier un peu le process, de faire moins de transactions au début et de faire un setup qui est un peu plus agréable, on va dire, et de pouvoir y faire sur un prix. Et donc là, juste pour reprendre, du coup, tu n'as pas un pari sur le score d'un match de rugby, tu as un pari sur le prix du Bitcoin où toi, tu paries à la hausse, tu es long, et moi, je suis un pari à la baisse, ce que j'appelle short, mais c'est toujours la même chose. Il y a toujours une contrepartie long-short, défaite, victoire, c'est pas magique. Il y a toujours deux. Voilà, exactement. Et là, le but, c'est de faire ce genre d'arrangement de produits dérivés, ce qui est très courant et répandu sur les marchés financiers de quelqu'un, par exemple, qui se couvre contre la hausse ou la baisse du pétrole, par exemple. Donc, on est short ou long sur le baril de pétrole. Et ben là, il y a certaines personnes qui vont dire, moi, en fait, j'aimerais bien me couvrir, me hedger sur éventuellement la hausse ou la baisse du Bitcoin. Et donc, du coup, je vais trouver une contrepartie, quelqu'un qui prend le pari inverse. Et ça, d'habitude, c'était toujours fait à travers une chambre de compensation, enfin, à travers un tiers. Il y avait quelqu'un au milieu qui disait, OK, ces personnes qui parient sur la victoire et la défaite du match de rugby, moi, je suis au milieu et je fais l'arbitre. En fait, pour être précis, c'est même ce que la chambre de compensation, ce qu'elle va demander, c'est d'avancer des fonds. Elle va demander ce qu'on appelle le collatéral de ce produit, dérivé. Parce que sinon, il y a bien un sous-jacent correspondant à ce type de produit et il faut bien poser le sous-jacent sur la table pour qu'on puisse commencer à entre guillemets, supposer qu'on va bien honorer le contrat qu'on est en train de faire en fait, vis-à-vis de la contrepartie. Et donc, généralement, il y a ce qu'on appelle des margin calls, où en fait on va donner une partie de ce que l'on devrait, dans le cas de perte, à notre contrepartie, on va la donner à la contrepartie et on va lui demander de ségréguer ce compte-là, mais c'est sous le contrôle de la contrepartie. Un peu... si on tire l'analogie du match de rugby, c'est comme s'il y avait, disons, 25-0 à la 70e minute et que, en gros, il y avait déjà une partie du pari. C'est-à-dire, je pouvais déjà prendre, par exemple, 0,75 Bitcoin ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça... Ouais, c'est un peu ça l'analogie. C'est que ça tire vers un résultat, donc du coup, dans le canal, ça balance déjà dans un sens ou dans un autre. Dans l'autre, voilà. Et en fait, on va dire plutôt que dans le cadre un peu plus traditionnel, on a ce qu'on appelle un escroc, c'est-à-dire une troisième personne qui... un escroc en anglais, c'est toujours la blague, mais je précise, un escroc en anglais, donc un intermédiaire. Voilà, donc c'est un intermédiaire qui va avoir une sorte de compte commun avec chaque contrepartie pour conserver le collatéral, afin que là encore la contrepartie ne fasse pas n'importe quoi avec aussi. Cependant, il y a toujours un risque que la contrepartie et notamment l'intermédiaire
décide de ne pas honorer, lui, ce qu'on lui demande de faire, hein, son contrat. Et donc, ça comporte un risque, et c'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie sur ce type de produit. Et on va dire que les marchés traditionnels se sont beaucoup habitués au risque de contrepartie, au point que quand on essaie un peu de leur parler de ce genre de produit, ils vont même pas penser au risque de contrepartie, au fait que oui, potentiellement le compte peut être saisi, donc du coup le contrat ne peut pas être honoré, ou même la contrepartie peut faire faillite. Voilà, ça, ce sont des choses qui arrivent. Et donc en fait, les DLC sont intéressants parce que ce risque de contrepartie, il existe quasiment plus. En fait, il y a Théo pourra en parler un peu plus, mais il y a un souci de mettre tout le collatéral, tout ce que l'on va devoir potentiellement payer. C'est des fois pas possible parce que ça fait beaucoup d'argent. C'est l'inefficience du capital dans ce genre de système. Il y a une sorte d'inefficience du capital. Et dans le cas des DLC, pour essayer d'éviter que ce soit trop inefficient, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va mettre qu'une partie et on va caper, entre guillemets, les gains et les pertes, c'est-à-dire on va limiter les gains et les pertes à un certain seuil. Et au bout d'un moment, si on commence à dépasser les échelles de prix, de variation de prix qu'on avait prévues, là on ne pourra pas payer, on n'aura pas tout son argent. Mais voilà, ça peut être quelque chose que les parties discutent et négocient avant de faire le contrat. C'est un compromis, il n'y a pas de risque de contrepartie, il n'y a plus personne au milieu entre nous qui pourrait partir avec la caisse, mais par contre au niveau efficacité, en tout cas à l'heure actuelle, l'efficacité du capital aurait peut-être été plus importante avec un tiers sur les marchés traditionnels. Oui, parce que en plus on peut faire du levier, on peut prendre un crédit pour ne pas. Alors que là, tu dois arriver avec du Bitcoin. Alors que là, il faut poser les Bitcoins, il faut qu'ils soient dans l'adresse, et donc c'est tout de suite un peu plus compliqué à ce niveau-là. Il y a déjà des réflexions. Il y a des réflexions, tout à fait. En fait, il y a ce système de margin call qu'on peut imaginer, qu'on appelle le renouvellement du DLC. C'est-à-dire qu'en fait, le contrat, il y a un moment, l'oracle va signer, et lorsque l'oracle signe, chacun retrouve ses fonds. Mais avant que cela n'arrive, on peut constater quel est le prix actuel du Bitcoin, dire actuellement le prix du Bitcoin, il est de temps. Donc, d'après notre contrat, moi, je devrais, si aujourd'hui l'oracle signé, récupérer 0,5 Bitcoin et toi, tu devrais en récupérer 1,5. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dépenser cet argent, encore une fois, et le remettre dans une nouvelle adresse en multisig avec des clés partagées entre nous deux, avec de nouvelles clés. Et cette fois-ci, on va faire un nouveau setup où on prévoit une fermeture du contrat avec une nouvelle signature de l'oracle plus tard, plus loin. Et donc ça permet comme ça de repousser la date d'échéance. Et c'est ce qu'on appelle dans le milieu traditionnel, les marchés financiers sont plutôt habitués à ça à travers ce qu'on appelle le margin call. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un produit dérivé négocié entre deux parties, et bien souvent à 8h du matin, les deux parties s'appellent pour dire actuellement il faudrait que tu remettes à peu près 5 millions de dollars dans le collatéral parce que tu es en train de perdre. Et moi je suis en train de gagner, donc j'aimerais reprendre 5 millions aussi de mon côté. Et donc ça peut être négocié tous les matins. Et tout ça est évidemment extrêmement encadré, juridiquement parlant, et donc c'est un peu lourd. Et donc il y a aussi un problème juridique, c'est-à-dire que quelqu'un qui est américain, qui veut prendre un pari avec un Chinois, il peut y avoir des difficultés quand il s'agit de négocier le contrat, de dire oui, mais quelle juridiction va faire ce qu'on appelle le clearing, c'est-à-dire dire comment on doit répartir le Ça c'est intéressant parce qu'à la fin, où est-ce que tu mets la ligne entre le code is law au final, c'est quoi, c'est déterminé. Voilà, en fait, au final, il y a plus normalement il y a plus de malentendu sur le split. C'est-à-dire parce qu'il peut y avoir un malentendu sur le split malheureusement parce que ce renouvellement, pour pouvoir renouveler, il faut que l'autre partie accepte de donner ses signatures, en tout cas de pré-signer quelque chose. Mais sinon ça s'arrête et tu repars. Sinon ça s'arrête automatiquement. Okay. Ce que l'on évite, c'est vraiment le risque de contrepartie, c'est-à-dire que la personne se barre avec la caisse littéralement et qui disent que l'intermédiaire se barre ou la contrepartie, parce que souvent c'est un petit peu distribué entre les deux. Et donc avec ce type de choses-là, ce qu'on peut imaginer, c'est que des fonds qui se font très très peu confiance en termes de juridiction, ils se sécurisent un peu plus, même si sur le renouvellement du contrat, il y aura toujours un petit peu de risque que la partie s'en aille, mais au moins on ne se fait pas voler son argent, c'est déjà ça. Et du coup, Théo Mogenet, lui, ce qui va certainement beaucoup plus discuter, c'est que on peut imaginer que tu prennes un short avec levier 1, et quand tu fais ça, en fait, quand tu shortes le prix du Bitcoin avec un levier 1, eh bien tu stabilises ta balance, mais en dollars. C'est-à-dire que ta quantité de Bitcoin que tu vas avoir, elle va varier en fonction du prix du Bitcoin, de façon à ce que tu aies toujours la même quantité en dollars, en fait.
Alors, on le refait plus doucement parce que c'est vraiment, on va en parler plusieurs fois sur la chaîne parce qu'on en a discuté avec Richard il y a quelques heures. L'idée est brillante. Et il y a un potentiel relativement important. Je suis une société, une multinationale russe par exemple, avec des avoirs en dollars aujourd'hui, disons 1,5 milliard en dollars. Je découvre il y a quelques mois, maintenant presque années, où il y a un risque en fait que ces milliards-là, en valeur, ils soient bloqués, gelés, saisis, confisqués, X ou Y raison. Je veux toujours avoir 1,5 milliard de dollars, mais être libéré du joug de l'administration américaine. Qu'est-ce que je fais ? J'achète 1,5 milliard de Bitcoin. Malheureusement, maintenant, je vais avoir la volatilité du Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai 1,5 milliard en Bitcoin, mais demain, j'ai peut-être 30% de moins ou 30% de plus, je ne sais pas, mais je ne veux pas cette volatilité. Je veux m'abstraire de cette volatilité-là. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir éventuellement une société, pourquoi pas demain, LN Markets, et qui va m'aider de mettre en place un accord avec quelqu'un qui voudrait bien acheter cette volatilité. Et donc, moi, je vais avoir 1,5 milliard en Bitcoin qui varie. La quantité de Bitcoin varie. Mais mon 1,5 milliard en dollars, il est stable. Et donc, en fait, là, maintenant, j'ai un proxy monétaire qui est incensurable. Parce que je suis sur c'est du Bitcoin, c'est pas du dollar. C'est du Bitcoin. Mais par contre, il y a quelqu'un en face qui, lui, en fait, acceptait cette volatilité. Il faisait le pari inverse et il absorbe cette volatilité pour moi. C'est assez lunaire. C'est lunaire. Après, voilà, est-ce qu'il y aura suffisamment de demandes pour racheter la volatilité ? Exactement, c'est ça la question. Et on en discute juste avant, c'est l'utilité de mon côté pour stabiliser, de faire un stable sats en gros au niveau institutionnel, elle est là. Maintenant, c'est juste, est-ce que tu réussis à trouver des instituts qui sont assez gros pour prendre le pari inverse ? Ça va être la grande question. Ça va être la grande question économique. Donc là-dessus, Théo pourra peut-être détailler un peu plus. Est-ce que c'est ça le futur la direction d'un peu LN Markets, vous venez de passer le milliard de... Alors oui, on vient de passer les sous-sous dans la popoche. Les sous-sous dans la popoche, le milliard comme on dit. Le milliard de volume en cumulé sur LN Markets. Pris en position sur LN Market, effectivement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que ça veut dire que on grossit, on a une bonne croissance et surtout on traverse très très bien le bear market. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce que rappelle-nous ce que fait LN Markets. Donc LN Markets, c'est une plateforme d'échange de produits dérivés sur le prix du Bitcoin qui est Bitcoin only. C'est-à-dire que vous pouvez déposer que du Bitcoin sur cette plateforme. Et on est très axé sur le Lightning Network. C'est-à-dire que vous pouvez déposer en Bitcoin en Lightning Network et vous pouvez retirer en Bitcoin en Lightning Network. Il y a aussi la possibilité maintenant de déposer depuis la chaîne, mais ce n'est pas ce qu'on incite à faire parce que généralement on préfère que les gens prennent des petits paris, mais maintenant on a quelques personnes qui le font. Et on vient très récemment de proposer le withdraw on-chain aussi, mais uniquement pour les personnes qui veulent retirer des grosses positions, des positions qui sont vraiment significatives de plus de 1000 € à peu près, quoi. Donc de nouveau, c'est-à-dire que tu fais des produits dérivés, c'est-à-dire que tu as toujours la possession de tes bitcoins, c'est pas comme sur FTX ou sur... C'est ça, c'est... Malheureusement, on peut pas, pour le retail, faire du DLC. En fait, c'est surtout l'avantage qu'on va avoir par rapport à un FTX, c'est qu'on va pouvoir retirer ses fonds extrêmement vite. Le trader, il arrive le matin, il dépose ses fonds, il a un canal de paiement avec nous, il dépose instantanément ses fonds, il prend ses positions... Il fait ses paris, à la fin de journée, il veut reprendre ses bitcoins, c'est instantané. Parce que sinon, je faisais le lien, mais du coup, c'est ce que vous faisiez depuis le départ. Mais non, pas tout à fait. Le DLC, ça va être vraiment... Le DLC, en fait, on ne va pas le proposer pour l'instant, on ne prévoit pas de le proposer au retail, parce qu'il y a ce problème que tu avais décrit au début, c'est qu'il faut trouver quelqu'un prêt à acheter la volatilité ou inversement à la vendre. Pour ça plutôt de l'OTC, over the counter, voilà, donc derrière les portes. En fait, on a annoncé à peu près en juin qu'on allait faire un desk OTC, donc over the counter, donc négocier un marché de gré à gré, une place de marché de gré à gré, pour des institutionnels principalement, où là par contre ce sera des DLC. Et donc nous on agira, on sera au milieu des deux personnes, non pas pour prendre leurs fonds et dire comment... Mais les mettre en relation. Simplement mettre en relation et faire faciliter la mise en place du contrat. L'implémentation technique, il y a quand même un petit peu de magie noire là. Voilà, déjà il y a de la magie noire, donc il faut proposer une solution technique qui fonctionne, mais au-delà de la magie noire, il y a des petites choses, des petits détails qui peuvent être utilisés pour essayer de gagner de l'argent, et notamment un des principaux problèmes que peuvent avoir les DLC dans certains types de setup, notamment lorsqu'ils sont mis sur le Lightning Network.
on peut avoir ce qu'on appelle le problème de l'option gratuite, de la free option, c'est-à-dire que notamment dans le setup, on va s'échanger des signatures, et s'il n'y avait personne au milieu de nous, eh bien si à un moment c'est moi qui te donne une signature et c'est toi qui dois donner la dernière signature pour lancer le contrat et broadcaster la transaction, eh bien tu pourrais décider de ne pas le faire. Et si tu ne le fais pas, et que moi je ne peux pas récupérer mes fonds que j'ai mis dans le contrat parce que par exemple ils sont dans un canal Lightning, eh bien on arrive à un problème où tu peux choisir au dernier moment de oui ou non mettre le contrat on-chain, et c'est ce qu'on appelle une option en finance. Or, un DLC n'est pas une option, c'est un futur avec expiration. C'est-à-dire que on prévoit de s'échanger du Bitcoin en fonction du prix futur aujourd'hui. Donc, et il n'y a pas la possibilité d'ensuite ne pas exercer le contrat. On est obligé. Ça fait penser... On a parlé d'un des inconvénients de ce système qui était l'efficacité du capital. Et en fait, le deuxième truc, là, tu parles de transférabilité. Et c'est quelque chose qui va être aussi relativement limité sur ce genre de système. DLC, aujourd'hui, quand je parlais du marché des produits dérivés, c'est plusieurs, si je ne me trompe pas, milliers de milliards. C'est juste gigantissime. Mais du coup, ces contrats se transfèrent, s'achètent et se vendent ensuite sur le marché secondaire. Il y a un marché, exactement. Voilà. Alors que là, en gros, quand moi j'ai fait mon pari avec toi sur le match de rugby, je peux pas vendre ce pari à Kylian ou à Richard. Exactement. Et donc ça, c'est quand même un problème relativement important pour un financier. Ça rend ça moins intéressant, évidemment. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'en fait, si tu veux transférer ton pari, tu es obligé de prendre le pari inverse et reprendre le pari avec quelqu'un d'autre après derrière. Donc tu es obligé de trouver de l'annuler et d'en faire un autre. Quoi. Okay. Voilà. Et jusqu'à ce que le pari qu'on a mis en place soit enfin settle, réglé. Et là, tu peux récupérer tes fonds si tu avais des fonds à récupérer encore. Et du coup, c'est bon, tu retrouves ton capital. Mais voilà, niveau de la transférabilité, les DLC, c'est pas aussi pratique. Il faut quand même se dire que le monde de la finance traditionnelle, ils ont beaucoup de liquidités parce qu'ils ont la possibilité de faire des crédits, alors que dans les DLC, on peut juste pas, puisque les bitcoins, il faut les avoir. Et donc, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut mettre du bitcoin derrière. Et donc, là-dessus, évidemment, c'est moins flexible. Donc, ça répond à un certain cas d'usage. Déjà qu'il faut une certaine maîtrise technique et juridique sur ces outils-là. Voilà, ça ne va pas être pour tous les acteurs tout de suite. Cependant, comme tu l'as souligné, c'est un problème qui est extrêmement important et intéressant. La dernière chose que je voulais préciser, c'est qu'il y a effectivement quasiment plus de risque de contrepartie. Il reste quand même un petit risque sur l'oracle, il faut bien le choisir, puisque si l'oracle, on lui faisait tous les deux confiance et puis finalement il s'allie avec moi pour ne pas signer la bonne chose, le risque de contrepartie, il se traduit dans le fait que l'oracle ne signe pas le bon prix. Et un des avantages des DLC tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui, tels qu'ils sont spécifiés aujourd'hui, c'est qu'il y a possibilité de mettre la fraude de l'oracle devant les yeux, à la face du monde, de le montrer. Il y a possibilité de démontrer qu'à partir de la transaction on-chain que tu vas faire, on va pouvoir extraire la signature et dire « Regardez, l'oracle n'a pas signé la bonne chose. Il a triché. Il a triché. » Et voire même, si l'oracle signe des choses contradictoires et qu'il a engager de l'argent pour montrer sa confiance, il y a possibilité de voler des fonds dans une adresse qu'il aurait mis exprès pour dire « vous pouvez me faire confiance ». Donc c'est très dangereux pour l'oracle de tricher quand même. Mais l'avantage, c'est plutôt de se dire il faut plutôt prendre un oracle qui est un peu neutre, qui est une personne avec qui on n'a pas de lien particulier. Et qui sait même pas, comme tu disais, il sait même pas qu'il fait partie d'un pari. Il sait même pas qu'il fait partie d'un pari. Et en fait, c'est ça vraiment qui est très très intéressant dans les DLC par rapport à un simple système d'intermédiaire, de troisième intermédiaire, de tierce partie. C'est vraiment que l'oracle, ne sachant pas qu'il est dans un contrat, il n'a pas à chercher à interpréter ce contrat qui n'est pas forcément toujours clair ou des choses de ce type-là. L'oracle, il signe le prix et il ne cherche pas à savoir comment doivent être distribués les fonds suite à sa constatation du prix. Alors que dans le cas d'une tierce partie, bien généralement, cette tierce partie, il vaut mieux la prévenir à l'avance en disant on va avoir un contrat, on va bloquer des fonds avec nos clés et la tienne en plus. Donc voilà, ce serait bien que tu nous dises que tu comprends bien les termes du contrat. Donc déjà, ça veut dire qu'il est au courant du contrat. On peut décider de ne pas le faire, mais si on ne le fait pas et qu'on a besoin de lui, on va avoir super peur que le gars dise « Bah non, moi je suis pas d'accord avec la façon avec laquelle vous avez rédigé le contrat. » Alors qu'un prix, c'est un prix. C'est une donnée vérifiable. Un contrat, ça s'interprète, ça a toujours un peu de notion humaine, alors que là,
y a pas de... C'est juste un prix. Comment t'impliques l'oracle est-ce que, il y a une rémunération? Comment ça se passe? Est-ce que c'est Alors ça, c'est un des problèmes, c'est un des défis des DLC, c'est que pour l'instant, on n'a pas une forte incitation à ce qui est des oracles d'un point de vue financier. Donc c'est un souci, parce que si on doit rémunérer l'oracle, quelque chose et que cet oracle ne sait pas qu'il fait partie d'un... Enfin, tu vois, il n'y a pas de rémunération. Exactement. Donc c'est un souci, parce qu'il y a quand même un coût. L'oracle, quand il fait son annonce qu'il va signer le prix dans le futur, il doit conserver des données secrètes très importantes pour pouvoir finaliser sa signature. En fait, il fait une sorte de début de signature. Il partage ce qu'on appelle le nonce dans la signature de Schnorr, et il va partager la deuxième partie que lorsque il aura le prix à signer. Et ça, c'est l'oracle qui fait ça. C'est l'oracle qui fait ça. Mais tu disais qu'on pouvait prendre une information à la con sur Twitter ou Nostr. On peut la diffuser sur n'importe quel réseau. Mais par contre, l'oracle, son travail... Il doit quand même avoir une certaine architecture, un format de données... Exactement, il doit avoir une base de données et il doit la conserver précieusement et il ne doit surtout pas la faire fuiter parce que dedans, il va y avoir des données très importantes qui peuvent potentiellement faire fuiter sa clé privée si jamais elle s'avère être révélée au grand jour alors qu'il n'a pas encore signé et qu'il se met à signer. Donc il y a un boulot quand même. Ok, oui, tu peux pas te baser, faire un pari entre nous DLC, quel va être le prochain sujet de la chaîne Grand Temps Crypto, Ethereum ou Bitcoin. Et en gros, même nous, on sait pas. Et non, il faut que il y a un oracle qui formate quand même l'information et cette signature d'une certaine manière. Il faut qu'il soit d'accord et qu'il puisse effectivement donc il y a une vraie quand même implication d'un oracle DLC. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui se proposent pour le faire. Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent se proposer de le faire sans être au courant des contrats qui vont être faits suite à l'annonce qu'ils vont signer quelque chose. Ils peuvent même échouer à signer parce que ça arrive des fois qu'on n'arrive pas à récupérer le prix qu'on doit signer, et du coup les gens qui avaient fait des contrats avec lui, ils vont se retrouver un peu lésés, parce que du coup il va falloir redistribuer les fonds, mais comme on les avait répartis initialement, et donc évidemment ils vont être un peu déçus parce que ça annule le pari quelque part. Donc on peut essayer de hacker l'oracle aussi pour essayer de faire en sorte qu'il ne puisse pas signer. Aujourd'hui, c'est qui les oracles? Quels sont aujourd'hui les paramètres qui sont, comment on dit, standard un peu standardisés, où il y a des oracles qui fournissent cette data d'une certaine manière à ce qu'on peut faire fonctionner un DLC dessus. Il y a Surredbits qui est donc surredbits.com, c'est un site c'est des personnes qui travaillent en Scala sur Bitcoin, et ils font notamment du PTLC, du DLC, des choses de ce type-là, de la cryptographie un petit peu sympa. Et ils ont fait Crystal Bull, je crois. Et donc Crystal Bull, c'est pour pouvoir faire un oracle sur sa Raspberry Pi. Et ils ont un oracle qui est sur leur site, que l'on peut utiliser, et qui font tourner depuis très longtemps. Sur quel paramètre du coup? Sur le prix du Bitcoin. Quasiment tous les oracles aujourd'hui qui servent à ça, c'est que du prix du Bitcoin, il n'y a pas autre chose. Les résultats des matchs de rugby, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Alors il y a quelques petits oracles un peu marginaux qui font des événements sportifs, mais c'est pas très bien maintenu, et c'était plus pour l'exemple. Parce que mais c'est quand même super intéressant, parce qu'en fait cette ouverture en fait de tous ces produits dérivés, j'avais par exemple DYDX, le fondateur de DYDX, c'était aussi toute cette réflexion sur en fait l'ouverture des produits dérivés, et que n'importe qui puisse parier sur n'importe quoi. Et en gros que n'importe qui puisse à un moment donné dire je vais faire un pari sur les vues de la chaîne YouTube Grand Temps Crypto, tu vois. Et donc du coup il faut une donnée, où est-ce que tu vas chercher cette donnée, etc. Tout à fait. Alors ça, c'est vrai qu'actuellement ce n'est pas possible, c'est-à-dire on ne peut pas programmer un oracle a posteriori quelque part, mais il existe des techniques qui permettraient de le faire. On a des concepts sur la table, on a des papiers académiques qui nous disent qu'on peut faire ce genre de choses. Mais ça va nécessiter beaucoup plus de techniques, notamment une nouvelle courbe elliptique à utiliser. Donc, c'est pas pour tout de suite. Et c'est pas vraiment nécessaire pour faire du trading de produits dérivés sur Bitcoin aujourd'hui. Quand tu dis nouvelle courbe elliptique, c'est une nouvelle courbe elliptique qu'on utilise dans Bitcoin, ou une nouvelle courbe elliptique genre tout court? Une nouvelle courbe elliptique tout court. Ok, une nouvelle forme de courbe elliptique c'est une courbe elliptique, mais elle va avoir certaines propriétés qui permettent de faire des cryptographies un petit peu plus évoluées, mais aussi un peu plus évoluées et aussi un peu moins maîtrisées en termes de sécurité. On sait un peu moins quelles implications a le fait que la cryptographie de ces courbes-là a des propriétés supplémentaires. Donc pour l'instant, c'est pas prévu d'utiliser. On en reste au prix du Bitcoin, quoi. Mais on sait comment théoriquement faire en sorte qu'on puisse utiliser ces courbes-là pour signer les attestations des oracles, et les signer potentiellement a posteriori, c'est-à-dire on peut donner un programme à faire tourner à l'oracle, et il peut signer la sortie du programme.
et sans qu'on ait à préparer quelque chose à l'avance avec lui. On peut juste au dernier moment lui donner, alors qu'on a besoin de settle notre contrat, on n'a rien prévu avec lui, on va juste lui dire, est-ce que tu peux signer à la sortie de ce programme avec ces entrées-là, s'il te plaît, et il le fait, et c'est terminé. Et il peut aller chercher des données sur Internet par lui-même. On peut très bien dire, moi je veux que tu signes le prix de FTX, du Bitcoin sur FTX, sur machin, etc. Bon, si FTX n'existe plus, c'est compliqué, mais c'est plus du ressort de l'oracle à ce niveau-là. Donc c'est possible de le faire, d'utiliser cette cryptographie particulière qui permet de faire ce genre de choses-là, et de quand même avoir des signatures de Schnorr qui soient vérifiables et déchiffrables avec ce type de cryptographie, ce type de signature. Actuellement, on utilise ECDSA et Schnorr pour ce qui est des signatures sur Bitcoin, et on n'aura sûrement pas autre chose. Et pour les oracles, on est obligé d'utiliser Schnorr, et là, c'est un nouveau type de signature qu'on peut utiliser pour les oracles, et qui permet de faire ça avec des signatures de Schnorr, et de faire des trucs un peu plus évolués. Mais ça, c'est pour voilà, du très long terme. On en avait parlé au BitDev du Surfing Bitcoin, non pas de cette année, mais de l'année dernière. Ouais, justement, d'après toi, du coup, DLC, c'est quand même un terme qu'on commence à entendre par-ci, par-là. Là, on a du coup discuté d'un cas très concret. Mais où ça en est globalement dans l'écosystème? Est-ce qu'il y a vraiment des projets en production dont j'aurais pas connaissance? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des exemples concrets? C'est pas forcément des concurrents, mais des projets qui sont vraiment... voilà. Alors, il y a des trucs très utiles, quoi. Si vous voulez regarder un peu des choses qui marchent actuellement aujourd'hui avec les DLC et où on peut mettre, je crois que c'est des vrais bitcoins qu'on peut mettre dessus, c'est Atomic Finance, par exemple. Donc, Atomic Finance, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des covered calls en bitcoin, et c'est trustless. Bon, après, trustless, en fait, c'est l'oracle d'Atomic Finance qui vous signe le profit ou la perte que vous faites dessus, donc c'est pas complètement trustless. Donc, mais là, on est de nouveau sur le même principe, c'est des DLC sur le prix du Bitcoin où tu short, tu long. Enfin, voilà. Donc un covered call, c'est pas un short ni vraiment un long, c'est la contrepartie du long en fait. C'est-à-dire que c'est un premium, mais avec des gains capés. C'est-à-dire que si le prix du Bitcoin monte trop, vous perdez des bitcoins. C'est une assurance sur le long. Okay. Voilà. Et donc ça fait par exemple partie d'un covered call. C'est un type de produit qui va réduire la volatilité, notamment, parce qu'il va donner un premium, mais en même temps, il va caper vos gains si jamais le prix du Bitcoin monte. Donc ça réduit un peu la volatilité du prix du Bitcoin. Donc ça existe, ça marche aujourd'hui. Vous pouvez télécharger l'application, mettre des bitcoins dessus, faire des paris, et donc ça quand va tu fonctionner. dis dessus, tu lâches jamais la possession de tes bitcoins. C'est en gros, tu les lâches pas si on considère que l'oracle est parfait et qu'il ne cherche pas à essayer de vous truander. En théorie, bon. Atomic Finance n'a pas la clé de vos cryptos. Enfin, exactement. Eux, ils ont mis l'infrastructure, le cadre nécessaire, mais ils n'ont jamais les clés de vos bitcoins. Les clés restent dans l'application et ne vont pas leur serveur. Mais c'est de nouveau, par contre, un peu OTC. Enfin, est-ce que ils doivent avoir un système de matching ou comment ça se passe? Non, en fait, c'est eux qui vont faire la contrepartie des covered calls, donc ils vont aller certainement sur d'autres places de marché pour ensuite se hedger vis-à-vis. Parce que c'était ce qu'on a touché du doigt, mais on l'a vite passé. Le problème, là, pour le moment, c'est qu'il n'y a pas encore une sorte de pool de liquidité de ce genre de DLC. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours du matching gré à gré. Voilà. Et là, en l'occurrence, vous matchez toujours contre Atomic Finance. Vous pariez toujours contre Atomic Finance. Et c'est eux ensuite qui se débrouillent. Eux, évidemment, après, ils vont faire en sorte de ne pas se faire avoir par ce type de pari. Ils vont aller prendre des positions ailleurs. C'est pas un marché ouvert où en fait les shorts et les longs se matchent automatiquement. Exactement, on peut pas faire ça entre nous. Comme sur une place centralisée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un type de produit. Par contre, un autre type de produit qui est un peu plus dans ce style-là, c'est Get 10-10-1. Donc ça s'écrit Get comme le verbe prendre, avoir, récupérer en anglais. Et 10-10-1, c'est 1-0-1-0-1. Parce que c'est 21 en binaire en fait. Bon, c'est un peu drôle, mais bon, personne ne comprend le truc quand il regarde le logo de l'entreprise. Bon, c'est pas grave. Et eux, ils font donc des DLC presque en pair à pair. En fait, à chaque fois, la contrepartie du DLC, c'est 10-10-1. Mais à chaque fois, 10-10-1 demande à ce que vous trouviez une contrepartie, vous, au pari que vous lui faites faire. Donc en fait, c'est comme si on essayait de mettre en place des DLC entre nous, sauf qu'il y a un intermédiaire entre les deux qui fait un peu tampon de liquidité pour que la coordination soit facile. Voilà. Donc ils doivent mettre ça c'est très capital inefficient. Et aujourd'hui, ils proposent déjà un stable SAT. Du coup, ils essaient de proposer des stable SAT, mais en fait, c'est juste des shorts x1 où il faut trouver une contrepartie. Donc, des fois, ça ne marche pas. Mais là, c'est pareil, ça peut être testé par du retail, donc des utilisateurs normaux.
Ça fonctionne, l'application marche, j'ai pu un peu regarder comment ça marchait, j'ai pu discuter avec les gens qui font ça, et ça fonctionne. Et là, c'est plus pour le grand public, et c'est sur le Lightning Network en plus, donc c'est assez sexy quand même. On ouvre des canaux de paiement, des vrais canaux de paiement sur lesquels on met des DLC qui vont être renouvelés pour émuler des prises de position, donc c'est quand même assez intéressant. Donc ça, c'est un petit peu, je pense que c'est deux grands acteurs pour lesquels on voit des choses concrètes. Je pense que sur Redbit travaille aussi donc il y a Crystal Bull, je crois, qu'ils ont fait, mais je ne sais pas exactement quel autre produit ils auraient pu faire. Et donc nous, on va essayer de proposer un produit pour les institutionnels après. Okay. Donc, et là, ce sera en gros un site où ils mettront en place leur contrat sur une page web, mais qui exécute tout en local. Et puis après, on fera nous-mêmes les appels de marge si jamais il y a besoin de dire ah là, attention, petite notification pour vous dire qu'il faut peut-être aller discuter avec votre contrepartie parce que votre contrat expire bientôt et vous aviez prévu un rendez-vous. Et on peut aussi, par exemple, un truc un petit peu intéressant qu'on peut faire qui est pas forcément évident au début mais qui est faisable, c'est qu'on peut aussi settle le contrat pour les parties. C'est-à-dire, si la personne, elle dit « Moi, je veux que mon Bitcoin il revienne immédiatement dans mon porte-monnaie dès que le contrat est settle », il n'y a même pas à se connecter. Nous, on peut le faire pour lui. On peut récupérer les signatures des personnes, les déchiffrer pour lui. Et exécuter la transaction. Comme ça, c'est comme si c'était fait automatiquement. Il a sa petite notification sur son wallet de tous les jours. Ce ne serait pas un wallet particulier, son wallet de tous les jours. Il reçoit une petite notification pour dire vous avez reçu... le contrat a été clôturé. Voilà, vous avez reçu X Bitcoin et ça correspond bizarrement au contrat qu'il avait négocié. Du coup, il y a cette plateforme pour le retail qu'on connaissait depuis quelques années déjà, LN Markets. Voilà, LN Markets. Il y a ce projet de développement qui va probablement arriver bientôt de DLC OTC, enfin en tout cas de produits DLC. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles ça prend déjà beaucoup de temps. Non, je sais pas, c'était juste est-ce qu'il y a d'autres choses, enfin d'autres fonctionnalités, des choses il y a toujours quelques petites fonctionnalités qu'on ajoute. Là récemment, on a ajouté justement la possibilité de retirer on-chain, on a ajouté des fonctionnalités un peu classiques d'authentification qui sont un peu plus sûres. Voilà, donc on a des petites choses qui sont dans les cartons, mais c'est la plateforme fondamentalement, elle va pas changer. C'est ça, le gros projet, c'est ce par exemple, projet très récemment, on a aussi eu quelques contacts avec les personnes qui cherchent à faire des StableSat, parce que nous on propose un StableSat et il est très facile à utiliser parce qu'on peut c'est vraiment vous mettez l'argent sur la plateforme et puis vous voulez dire je swap, je veux que ma balance elle soit en dollars maintenant et hop, vous avez une balance en dollars sur la plateforme. C'est exactement ce qu'on a décrit juste avant, hein. C'est-à-dire j'ai un solde à 50 dollars et du coup je reste, mais ça reste c'est custodial. Donc malheureusement on peut pas faire ça très bien, mais on peut pas faire ça de manière DLC pour l'instant parce que c'est très compliqué. Les personnes qui veulent le constater peuvent utiliser 10-10-1 pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, c'est intéressant par exemple pour les personnes qui veulent faire par exemple des genres de stablecoin mais avec du e-cash ou des choses de ce type-là. Il y a ce type de choses ce type de personne a montré de l'intérêt récemment pour notre StableSat pour ça, et ça nous arrangerait très bien parce que nous ça nous permet un peu d'équilibrer nos positions, hein, parce que ça vous apporte de la liquidité et du c'est volume, surtout quoi. que ça nous apporte des gens qui veulent shorter le Bitcoin parce que en fait sinon tout le monde est long hein, sur la plateforme, donc on en rigole, c'est très rigolo. Comment ça se passe? C'est comme un système de le funding rate, c'est-à-dire en gros plus il y a de monde qui mise long par rapport aux gens qui short, c'est-à-dire il y a un système de compensation. Alors ce système de compensation il est sur BitMEX. Nous on fait pas ce système de compensation, mais on met quand même en place des funding rates, mais qui sont pour tout le monde, que vous soyez short ou long. Pour dissuader ou inciter. Déjà ça dissuade à garder des positions trop longtemps, parce que ça reste un peu risqué quand même. Et puis surtout c'est parce que comme 95% des gens, voire même plus, même 98 voire 99% des gens sont longs sur notre plateforme, en fait c'est quasiment la même chose. On se prend tous les funding rates de BitMEX, donc Attends, alors j'ai pas compris le lien. Pourquoi? C'est qu'en fait nous on est obligé, notre plateforme, on parie pas contre nos utilisateurs, on est quand même pas fou à ce point-là, sinon à la fin ça fait une FTX et c'est pas très sympa. Donc du coup nous on est obligé de compenser le fait que nos utilisateurs ont une position contre nous, on est obligé de le compenser en prenant une position dans le marché des futurs, et on utilise BitMEX pour ça. Et donc c'est BitMEX qui va avoir ce système de funding rate. Nous on va pas appliquer un tel système, on va mettre un funding rate un peu plus fixe, et il sera payé par tout le monde, que vous soyez short ou long, quel que soit l'état des funding rates sur BitMEX. Mais globalement, comme tout le monde est long, eh bien au global on a une très grosse position longue à prendre sur BitMEX, et donc ça nous fait prendre
beaucoup de frais. Et donc, si on avait des gens pour compenser qui Ouais. prennent des shorts sur Bitcoin, donc si vous n'aimez pas de Bitcoin, achetez du Bitcoin, venez sur notre plateforme, shortez le Bitcoin, on sera très très content de vous servir. Parce que du coup, quand quelqu'un prend un short, il compense une position Bien longue de sûr. quelqu'un d'autre. Mais ça, j'avais pas ça en tête. Je pensais que vous réussissiez à équilibrer long et short sur Non. LN Markets. C'est pas possible. Ok, non mais c'est C'est- intéressant parce que du coup ça On met, est le doigt trop sur, petit. ça met le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire que en gros si aujourd'hui je sais pas, disons que vous avez pour 10 millions de volume en long sur LN Markets, vous devez prendre 10 millions éventuellement l'équivalent sur BitMEX. Tout à fait. Comment ça se passe au niveau trésorerie, enfin, Ah comment, bah c'est là. comment là- vous gérez- qui avance l'argent sur BitMEX? Ah Enfin, bah ça va être nous, hein. Faut bien qu'on le fasse. Et voilà, Ok. comme ça, si vous gagnez, on gagne aussi. Et puis si vous perdez, on perd aussi. Et puis après, toute la compétence d'une plateforme d'échange, ça va être de faire en sorte que on suive Donc bien. c'est vous qui... Mais c'est quand même assez... Enfin, j'avais pas du tout cette notion, cette visibilité. Je pensais qu'il y avait cet équilibre. Donc c'est-à-dire que, par contre, c'est LN Markets qui prend tout le risque de nos utilisateurs, de mais du coup, l'utilisateur. on le compense par une position sur BitMEX, parce que sinon, nous, on n'est pas là pour Ouais. faire une FTX, quoi. Ouais. Surtout quand 95% des gens sont longs et que le prix du Bitcoin Ah monte, ouais. quoi. C'est... Ah ouais, je veux bien. Donc, Ok. et donc ça nous arrangerait bien qu'il y ait quelques personnes qui viennent shorter le Bitcoin, et surtout que le StableSat, on essaie de faire en sorte qu'il soit très pratique à utiliser, donc on va pas mettre notamment ces funding rates sur le StableSat. Donc, si vous, Et pourquoi, enfin, peut-être question idiote, hein, mais pourquoi ne pas réimplémenter le système de funding rate qui est justement fait pour ça, d'inciter du coup parce que le c'est short. compliqué, on va Ok. dire. On est petit, on vient de commencer, on a que 3 ans, donc Ok. c'est... Pour le moment, c'est le c'est système pas nécessaire D. Ok, pour ok. l'instant. Si jamais ça devient nécessaire, on essaiera de faire ça. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Donc, Ok, intéressant. mais ça fait partie plutôt de la technique, un peu des technicalities de la plateforme, des petits problèmes techniques. Fondamentalement, maintenant, la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, elle fonctionne, les gens sont plutôt contents. Maintenant, s'il y a des demandes, on a une trollbox, on a des réseaux sociaux, les gens peuvent nous faire des demandes et puis on implémente des features. Hein. Récemment, par exemple, on a implémenté l'authentification par clé de sécurité parce qu'on a eu une demande et on s'est dit, bon, bah ok, très bien, on a un peu de temps pour travailler là-dessus, donc faisons-le. Et voilà. Et en parallèle, du coup, on travaille effectivement sur cette OTC Desk DLC. Et donc, ce ne sera pas brandé de la même façon, ce sera un autre produit. Et on ira chercher des clients. On espère faire une bêta d'ici la fin de l'année. Voilà, et ce sera une landing page pour les institutionnels, hein, un petit peu, qui veulent, par curiosité, tester. Hein. Donc, ce sera sûrement du testnet au début. Hein. On ne va pas se lancer tout de suite sur des choses un peu velues. Mais c'est... Voilà, ça avance, on a des choses à faire, on a beaucoup de travail. Donc, Ouais, c'est intéressant parce que et c'est pour ça qu'on vous invite et qu'on t'invite et qu'on discute de ce genre de sujet, c'est vraiment de donner une petite idée aux gens de ce qui est en train de se passer. On parle souvent du développement, enfin de l'effervescence sur Ethereum et sur toutes les chaînes, et comme si sur Bitcoin au final ça bougeait pas trop, mais en fait, ça bouge un peu. Mais exactement, ça bouge un peu. Alors, certes, c'est une communauté qui est peut-être plus réduite, je pense, parce que c'est extrêmement technique aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, le niveau de compétence et d'expertise pour faire, par exemple, des DLC, comparé à de la programmation en Solidity basique, sans vouloir être condescendant sur les développeurs Solidity, mais tu vois, j'ai l'impression que putain, c'est de l'aérospatial votre truc. En fait, ouais, c'est y a les problématiques sur lesquelles on se concentre dans Bitcoin sont un peu différentes parce que simplement la fonctionnalité monnaie de Bitcoin, ça se passe plutôt pas mal. Et en fait, il y a plein de petits soucis sur des choses que généralement le grand public ne voit pas, et c'est notamment la partie réseau, la partie propagation de transactions. Là, par exemple, il y a une attaque sur Lightning qui a été découverte récemment, qui vient d'une manipulation de la propagation des transactions sur le réseau. Donc, cette recherche sur la propagation des transactions, j'en ai déjà parlé de notre précédente interview, et elle continue. Et en l'occurrence, cette attaque, elle vient nous dire que faut encore travailler. Et donc, c'est des sujets qui sont difficiles parce qu'il faut comprendre le réseau. Et généralement, le grand public, il n'y a pas vraiment connaissance de ce que c'est qu'un nœud de validation, un full node Bitcoin, le réseau Bitcoin, pourquoi c'est le réseau qu'il faut protéger, pas tant l'histoire des mineurs ou quoi. Et voilà, donc c'est ces problématiques-là qui sont très difficiles et qui sont pas très... Elles récompensent pas beaucoup, en fait. C'est-à-dire, ça se vend pas très bien de dire « Ah j'ai renforcé la propagation des transactions du réseau Bitcoin ». On se dit « Super, qu'est-ce que ça apporte ?» Un peu plus de sécurité. Justement, tu as l'occasion de l'expliquer à ma mère qui nous regarde. Bonjour maman.
qu'est-ce qui s'est passé sur Lightning et enfin justement, on en a beaucoup parlé sur Twitter. Est-ce que tu es capable de l'expliquer pour en faire quelques très minutes simple, et est-ce que du coup le Lightning Network est cassé. est cassé? Alors, bon, le Lightning Network n'est pas cassé, il faut quand même pas exagérer. Mais pour faire très simple, dans le Lightning Network, il y a des paiements sont transférés d'une partie à l'autre via des intermédiaires qu'on appelle le routage. Et ces paiements, en fait, c'est plein de petits paiements simultanés dans des canaux de paiement. Et c'est ça un paiement sur Lightning. C'est-à-dire, j'envoie de l'argent, mais en fait, la personne à qui je l'envoie vraiment va aussi envoyer de l'argent, etc., etc. Et on va commencer à préparer quelque part un paiement. Et puis, une fois qu'on est arrivé au bout et que qu'on a atteint la personne qu'on doit payer, et bien là, on va vraiment décaler les fonds. On va vraiment d'un seul coup, bam, tous les fonds vont se décaler dans les canaux en même temps. Comme si tu vérifiais un peu la liquidité sur le chemin et après, coup, en fait, une fois qu'on l'a trouvé, tac, on fait tous les paiements d'un coup sur tous les canaux en même temps. Donc les bouliers que tout le monde a en tête, là, en fait, tu vérifies, t'as le chemin en tête, et vraiment quand tu arrives à la fin, et bam, tu fais elle passe toutes d'un coup, c'est pas 50. Et en fait, justement, c'est la description idéale. Idéalement, elles passeraient toutes d'un coup. Ce qui se passe en réalité, c'est plutôt qu'elles vont d'abord commencer à être attirées du côté du receveur jusqu'à arriver du côté du payeur, où là, le payeur va enfin perdre son argent lorsque les boules vont être tirées. C'est un peu comme si le receveur tirait les boules, la corde est placée, et ensuite il tire la corde, et le temps que la corde se tende jusqu'à la personne qui est censée payer, là, les fonds partent vraiment. Et cette attaque, en fait, elle profite du fait que ce décalage, il est permis via la connaissance de ce qu'on appelle une préimage. Donc c'est un nombre qu'on se fixe complètement au hasard au début, comme un nombre secret à trouver pour conditionner ces paiements qui sont censés être simultanés. Et en fait, l'attaque consiste à essayer de faire en sorte que le dernier intermédiaire avant celui qui doit être payé n'arrive pas à avoir connaissance de cette image de paiement. Et donc du coup, il va pas réussir à tirer la corde de son côté vers la personne qui est censée payer. Du côté de la personne qui est censée payer, il va pas réussir à tirer la corde. Et en fait, au bout d'un certain temps, si on n'a toujours pas, si on a tiré une corde et qu'il s'est passé un certain temps, au bout d'un moment, les gens vont dire ok, le paiement a échoué, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, on supprime. Donc quelque part, on fait disparaître la corde, et on la fait disparaître dans le sens inverse. Donc on la tire d'un côté, puis on la fait disparaître par le côté qu'on a tiré jusqu'à ce qu'on revienne à l'origine de la corde quelque part. Et donc à un moment, ce qui va se passer, donc il y a des timings qui permettent comme ça de faire disparaître, si on veut, cette corde qu'on a tirée. Et on va la faire disparaître d'intermédiaire à intermédiaire avec une certaine durée entre le moment où un intermédiaire peut supprimer la corde d'un côté puis de l'autre. Et donc normalement, quand on est dans un cadre un peu de confiance, les nœuds communiquent les uns avec les autres pour que ça se fasse très vite. Mais quand on se fait sans confiance, du coup, on en revient à des temps qui sont spécifiés en nombre de blocs, des choses de ce type-là. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que la dernière personne va pas pouvoir tirer le paiement parce que la personne qui est censée payer va pas révéler le nombre secret qui lui permet d'être payée. Elle va le garder pour elle. En tout cas, elle va pas le révéler à la dernière personne. Et puis, du coup, il y a un moment, ce dernier intermédiaire va essayer de faire disparaître la corde, de dire ok, le paiement a échoué, je récupère mon argent. Sauf qu'il va pouvoir le faire que on-chain si la personne qui est censée le payer, elle ne réagit plus en fait. Elle ne répond plus. Et donc il va aller on-chain, il va mettre la transaction on-chain, et là il n'y a pas de problème, on va confirmer la transaction du canal on-chain. Et puis à un moment, il va vouloir dire ok, maintenant il va dire on-chain, je traduis un peu dans mon analogie, je continue, il va dire on-chain, la corde a été supprimée parce qu'elle a expiré. Et donc il va faire une transaction pour dire la corde a été supprimée, je récupère mes fonds. Et au moment où il fait ça, la transaction, il va l'émettre depuis son nœud Bitcoin, et ça va se propager dans le réseau normalement. Et ça va arriver jusqu'aux mineurs. Et il faut que les mineurs minent la transaction pour que vraiment la personne ait les fonds. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, la personne qui était censée donner ce nombre secret va faire une transaction avec le nombre secret pour dire et non, en fait, j'ai bien réussi à tirer la corde, et donc je dévoile ce nombre secret au réseau. Et donc du coup, ça va remplacer en fait la transaction qui était j'ai fait disparaître ma corde. Ça va tout remplacer. Et après, il va faire une technique qui s'appelle donc des replacement cycles. Il va annuler cette transaction, il va encore une fois la re-remplacer, ce qui va vider littéralement toutes les mêmes pools. Et donc les mineurs vont voir la transaction arriver, la bonne transaction, celle de la personne qui voulait relayer un paiement qui ne s'est pas exécuté, va voir cette transaction, puis ensuite la transaction de la personne qui fait l'attaque, qui dévoile qu'en fait il a bien tiré la corde avec le nombre secret, et puis après il revoit une autre transaction qui annule cette dernière transaction. Et en fait à chaque fois il a remplacé, et donc du coup il a oublié, et il ne va pas miner la transaction.
Alors du coup, on pourrait se dire, oui, mais du coup, la personne... Donc la conséquence, c'est quoi? C'est des vols des fonds, c'est blocage du réseau? Enfin, ce qui va se passer, la conséquence, c'est que c'est une double dépense sur cette personne qui est la dernière personne qui est censée tirer la corde de son côté ou au moins de l'autre, parce que du coup, il va vouloir tirer la corde, il va vouloir dire la corde a disparu, mais en fait, le gars va au dernier moment, avant que l'autre corde, que la corde disparaisse de l'autre côté, il va récupérer les fonds, donc tirer la corde, donc il va tirer les fonds de son côté. Et puis les autres, ils vont annuler la transaction parce qu'il n'aura pas appris quel est le nombre secret que l'autre est censé lui donner quand il tire la corde. Et du coup, il se retrouve à avoir perdu 2 fois. Enfin, il a envoyé deux fois l'argent au lieu d'une fois. Donc ça, c'est une double dépense. C'est une attaque théorique. Enfin, ça a été expliqué de manière théorique. Voilà, dans le papier sur donc les mempool replacement cycling, ça a été expliqué dans le papier qu'il y a cette attaque. Bon, après le papier. Dans quelle configuration du réseau ça pourrait être exécuté? Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait comme circonstance pour que ça soit... Déjà, ça peut être fait que sur un nœud de routage. Et ensuite, il faut qu'on soit capable de faire le lien entre le nœud de routage, donc c'est-à-dire les nœuds de paiement intermédiaires qui, en fait, n'envoient pas d'argent théoriquement, mais ne font que récupérer quelques frais et se contentent de commit de la liquidité, d'engager de la liquidité pour le paiement. En gros, je passe à travers toi pour communiquer, pour envoyer des fonds avec Richard. Ouais. Par exemple. Et ben, les personnes qui font ça, qui permettent de faire transiter des fonds comme ça au travers de leur nœud, peuvent être attaquées à ce niveau-là. Et si je sais quel est le nœud Bitcoin que tu utilises pour broadcaster tes transactions, je peux repérer à quel moment tu broadcastes ta transaction pour essayer de récupérer tes fonds. Et du coup, je peux essayer à chaque fois d'annuler les transactions dans les mêmes pools des gens. Sauf qu'à chaque fois que j'annule, je dois augmenter un peu les frais. Donc, c'est pas non plus une attaque facile à exécuter. Mais c'est une manipulation, à ce que je disais au départ, c'est une manipulation de la propagation des transactions dans le réseau, pour faire en sorte que les mineurs ne minent pas la transaction de la personne pendant un temps qui est suffisamment long pour casser le protocole Lightning, en fait, au bout d'un certain temps. Lightning, parce que là, tu parles aussi de on-chain sur la L1, c'est-à-dire il y a une double dépense. Non, sur la L1, il ne peut pas y avoir de double dépense, c'est vraiment pas possible. Okay. Mais c'est juste que la personne va se retrouver à voir de l'argent partir de son canal, comme si le paiement avait été exécuté. Sauf que l'autre canal par lequel elle est censée avoir reçu l'argent, et ben elle ne peut pas non plus claim l'argent. Et donc en fait, elle se retrouve à envoyer de l'argent, mais ne pas retrouver son argent de l'autre côté. Et donc les deux personnes qui ont initié le paiement, donc le receveur et l'envoyeur, si c'est la même personne, et ben la personne elle aura envoyé de l'argent, mais en fait elle l'aura repris après, et puis elle aura reçu de l'argent comme si elle s'était envoyée. Donc le risque, c'est, si je comprends bien, là c'est le nœud qui exécute l'attaque, c'est juste pour faire chier. En gros, c'est pour récupérer l'argent. Il récupère de l'argent. Il récupère l'argent. Il récupère l'équivalent du paiement. Okay. C'est comme s'il était payé. Il se payait lui-même, sauf qu'il se paye lui-même sans envoyer l'argent. Ok. Donc c'est ça, la finalité, la conclusion c'est ça. En gros, c'est si moi je suis seul, je vais faire tout ce bordel pour recevoir des fonds que j'ai pas envoyés en fait. Exactement. M'envoyer des fonds. Et en fait, les fonds, sur la L1, il n'y a pas d'attaque parce que les fonds, tu les auras subtilisés à l'opérateur de routage avec qui tu es connecté en fait. Ok. C'est ça qui est un peu subtil. Tu doubles dépenses, mais sur un opérateur de routage en fait. Ok. Donc tu as volé des fonds à un opérateur de routage grâce au système de cordes et de propagation des faire disparaître la corde, mais en fait de la tirer alors qu'elle est censée avoir disparu et qu'en fait elle disparaît de l'autre côté. C'est cette histoire d'instantanéité, c'est un modèle théorique. On se dit dès qu'il y a la préimage, hop, tout le monde tire la corde en même temps. Mais c'est la vitesse de circulation de l'information à travers du réseau. En fait, il y a un délai, il y a des temps de propagation de l'information, il y a une connaissance de l'information, il peut y avoir une non-coopération qui fait que ça ralentit le processus. Et en fait, alors que dans le cas d'usage de tous les jours, on se dit c'est instantané, là d'un seul coup ça devient très très lent. Et d'un seul coup, en fait, on est en train de se faire attaquer et on profite de ça pour subtiliser des fonds. Et ça, on peut retrouver ce type de problématique dans la L1, notamment si on est un nœud qui est éclipsé. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que nœud Bitcoin, on ne s'est connecté qu'à d'autres nœuds Bitcoin qui, par exemple, sont tous un gouvernement ou un attaquant qui va cacher des transactions et qui va même essayer de miner des blocs. Après, il faut réussir à miner des blocs quand même pour vraiment que l'éclipse soit efficace. Et ce type de problème, c'est des problèmes qui sont très très fondamentaux. Et puis quand on se dit, ok, c'est des attaques, mais ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais parce que ce n'est pas possible de les exécuter, parce que justement, il y a des délais qui sont très longs entre le moment pour miner les blocs, entre la puissance de calcul qu'il faut faire ça. On se dit, oh là là, c'est peut-être
voilà, on a souvent cette réflexion faut avoir ce que j'appelle réfléchir de manière adversariale, c'est-à-dire quand on regarde la Le worst situation, case scénario, le pire des voilà, scénarios, quand le on pire des regarde cas. la situation comme c'est aujourd'hui, on se dit bah ça se passe très bien, pourquoi ne pas faire une blockchain plus rapide, une blockchain, voilà. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir en se disant ok, maintenant imagine tu te fais éclipser ton nœud, tu viens de l'initialiser, tu te fais éclipser. Qu'est-ce que tu fais? Parce que je sais pas, c'est la censure chinoise, le Great Firewall, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour être sûr que tu es sur la bonne chaîne, être sûr que tu t'es pas, que t'es pas. Et toutes ces considérations-là, bon bah oui, elles sont très théoriques quand on regarde les choses aujourd'hui parce que ça se passe bien. Mais en fait, bah, elles sont importantes parce qu'elles conditionnent le fait que ça se passe bien aujourd'hui, en fait. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on doit vraiment raisonner contre soi-même en se disant ah, je comprends pas. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le worst Voilà, case scénario? pourquoi on met pas un bloc toutes les minutes alors qu'il faut une trentaine de secondes pour le bloc pour se propager dans le réseau? Parce que ok, mais si en fait il y a une attaque sur le minage, par exemple, les blocs ils peuvent être émis de manière 4 fois plus rapide ou 4 fois plus lente, ou voilà, il peut y avoir des variations sur le rythme d'émission des blocs, il peut y avoir une personne qui en fait masque la vue du réseau, et donc en fait toutes ces choses où on se dit oui c'est sur la blockchain. En fait c'est pareil, quand on dit la blockchain, ça n'existe pas, il n'y a pas de la blockchain. On pourrait se dire oui c'est sur le réseau, mais c'est pareil, le réseau ça n'existe pas. Ce qu'il y a c'est des pairs, des personnes avec qui on peut se connecter, une sorte d'information commune, mais en fait c'est un objet qui est un peu, c'est une nuance de gris quoi, c'est pas un objet, c'est abstrait en fait. Et c'est juste que ça devient de plus en plus concret au fur et à mesure du temps qui passe. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ou quoi? C'est pas que ça devient... Parce qu'il y a ce côté probabiliste où au final tu peux avoir plusieurs blockchains qui survivent ou qui vivent les unes à côté des autres, éventuellement quand il y a un split. Mais plus tu avances dans le temps, plus la blockchain Bitcoin, enfin en l'occurrence la blockchain Bitcoin depuis 3 janvier 2009, celle-ci elle est relativement concrète jusqu'à, je dirais, il y a 45 minutes ou 1 heure. Tout le monde est à peu près d'accord sur la matérialité de cette blockchain-là. Ouais, mais c'est ce qu'on se dit, mais c'est après, quand il y a une attaque, bizarrement, d'un seul coup, ça se comporte vraiment plus de la même façon. Enfin, c'est ça qui est vraiment compliqué, c'est qu'actuellement, on se dit, bah oui, bah 1 heure, ça suffit. Oui, mais 1 heure, si personne n'a 10% de la puissance de calcul et qui essaie d'attaquer le réseau, parce que bah, à partir de là, il va y avoir des blocs qui vont être minés en parallèle, il va y avoir en fait, de la perte sur la puissance de calcul parce qu'elle se répartit dans tous les sens. Et bon, ça veut pas dire qu'on on pourrait pas faire des blogs plus gros ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y a des sujets de discussion où des gens réévoquent cette possibilité. Mais c'est justement. Voilà. mais c'est juste que c'est compliqué de définir quel est le bon niveau. Et donc, bah, dans le doute, on touche pas le niveau actuel et on augmente toujours plus la sécurité de la propagation. Parce que pour en revenir à Lightning, on a très rapidement, du coup, on a décrit l'attaque et le problème. Du coup, est-ce que tu peux rassurer les gens? Est-ce que Lightning est cassé pour en revenir à la question initiale? Non, parce que en fait, comme j'ai dit, à chaque fois qu'il y a un remplacement, il faut augmenter ses frais pour pouvoir remplacer la transaction à chaque fois. Et donc, il suffit par exemple d'augmenter la fréquence de broadcasting de la transaction dans les mêmes pools. Donc, par exemple, l'opérateur de routage, ce qu'il peut faire, c'est dire, OK, je sais que cette attaque existe, donc maintenant, à la place de rebroadcaster à chaque fois qu'un bloc est miné, je vais rebroadcaster toutes les minutes. Voilà. Donc celui qui est attaqué, ce fameux, il a une parade. Il a des parades. Il a des parades. Okay. Il a des parades. Et à chaque fois qu'il rebroadcast et que ça arrive chez les mineurs, il faut remplacer la transaction. Et donc ça peut commencer. Et à chaque fois, ce remplacement nécessite plus de frais. Et ça, c'est toujours au niveau de l'attaquant. Celui qui est attaqué n'a pas besoin de repayer plus de frais à chaque fois. Donc ça reste quand même une attaque très théorique. Bah, c'est une attaque qui est théorique, c'est un peu un reproche qui a été fait à la personne qui a lancé le sujet de l'attaque, c'est qu'en fait l'attaque a été découverte à peu près en fin 2022, et on va dire qu'il a publié dans la mailing list la vulnérabilité, la disclosure, et ça a été mal interprété, on va dire, parce que dans le même temps, il a dit bon bah j'arrête de travailler sur Lightning, je me concentre sur Bitcoin, parce que manifestement, on a quelques problèmes dans les développements de protocoles, quoi. On n'est pas complètement sûr à 100% à chaque fois, parce que lui, il voyait pas de parade. Donc c'est qui? C'est absolue. Et c'est Antoine Driard qui a fait ça, qui a fait cette vulnérabilité qu'il a trouvée et qu'il a décrite. Et bon, il a lancé ce message en même temps.
Je pense qu'il y avait d'autres raisons que juste des raisons techniques, mais bon, ça a été mal interprété. On a cru que ça y est, les développeurs Lightning arrêtent de faire du Lightning parce qu'ils ont trouvé une attaque qui casse Lightning, mais pas du tout en fait. Enfin, l'attaque est réelle, la vulnérabilité est réelle et on va dire qu'on n'y avait pas pensé, donc c'est ça qui est inquiétant en fait. Mais les parades existent, il y a des parades qui semblent un peu évidentes, mais il faut les implémenter. Donc il faut y penser. Donc par exemple, première parade, rediffuser la transaction plus souvent. Deuxième parade, mettre un délai plus long entre le moment où on supprime la corde d'un côté puis qu'on la supprime de l'autre, qu'on permet sa suppression. Donc ça, c'est une autre parade. Une troisième parade, c'est que actuellement, jusqu'à il y a un an à peu près, les nœuds Lightning, ils ne regardaient les transactions qui passent et les pré-images des transactions que lorsque elles étaient minées dans un bloc. Maintenant, on peut regarder lorsqu'elles arrivent dans la même pool. C'est-à-dire que si jamais par inadvertance, ce nombre secret finit dans ma même pool à moi, bah, je peux l'extraire et le réutiliser pour tirer la corde de l'autre côté. Et là, c'est terminé, l'attaque a échoué. Et il suffit d'une fois. Donc, il y a ça reste une attaque difficile la réponse, à lancer. Lightning n'est pas cassé. Voilà, il y a Lightning n'est pas encore du cassé. développement, C'est il y a juste des pas le améliorations. même modèle de sécurité. T'as pas une sécurité absolue contre la Bien double sûr. dépense comme tu as sur Bitcoin. C'est un peu plus risqué, mais ça fait partie du modèle. Donc après, il faut prendre ses dispositions. Et évidemment, ça ne concerne pas Madame Michu qui ne va pas faire du routage de paiement Lightning. Madame Michu, elle va utiliser Phoenix. Et Phoenix, c'est un nœud de paiement et de réception. C'est pas un nœud de routage. Donc elle n'aura pas ce problème. J'aimerais bien justement que tu nous expliques simplement, je précise simplement parce que si ça c'est simplement, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que c'est la version compliquée mais il y a quand même quelque chose que je t'ai entendu dire dans le Space Cake, je ne sais plus le numéro combien, qui est la différence entre la centralisation genre des nœuds, du réseau si je puis dire, et la centralisation de la liquidité. Et quelle est la différence? Et que Lightning va très probablement se centraliser au niveau de la liquidité. Oui, c'est déjà un peu le cas. Voilà, et ça paraît relativement logique, mais que c'est pas forcément un problème et c'est pas la même chose que la centralisation des nœuds. Ouais. En fait, cette liquidité, ce qu'on essaie d'expliquer là, c'est que les nœuds de routage, ils ont besoin de mettre de l'argent pour faire du routage. Comme il reçoit de l'argent d'un côté et qu'il en envoie de l'autre, ça veut dire qu'il a des fonds qui sont bloqués dans des sorties de transactions qui ne peuvent aller qu'à certaines personnes, quelque part. Donc cet argent, il est bloqué, même si le nœud de routage a la possibilité, lui aussi, de payer en Lightning n'importe qui. Il n'y a pas de problème pour faire ça. C'est par exemple A5. A5 qui peut payer n'importe qui très facilement, parce qu'il est à peu près connecté à tout le réseau, à tous les nœuds du réseau, donc il peut le faire, c'est très facile pour lui. Il fait quasiment en direct, mais... si on a son propre nœud, c'est Raspberry Pi, comme c'est un peu mon cas pour moi, j'ai un nœud de routage, mais je peux quand même payer les gens avec. Comme si, ce qui est bien, c'est que mon paiement se mélange avec les paiements que je route. Donc c'est ça l'avantage d'être un nœud de routage au niveau de la privacy, un petit peu, hein, parce que Lightning n'est pas privé, faut quand même se le rappeler aussi. Et la liquidité, donc c'est ces fonds, cet argent qui est bloqué de manière publique. Et le problème, c'est que c'est actuellement la manière avec laquelle on a fait le réseau Lightning. On bloque cet argent de manière publique, c'est-à-dire on va doxer, on va littéralement publiquement annoncer qu'on a de l'argent qui est bloqué dans un canal Lightning entre ces deux personnes dans tel UTXO. Tu dois l'annoncer publiquement, enfin tu le broadcastes à tout le réseau, pour que les gens le sachent et puissent l'utiliser, c'est ça si je comprends bien. Exactement, pour qu'ils puissent l'utiliser pour faire passer leur paiement. Pour connaître et trouver la route. Exactement, pour faire le routage, littéralement, quoi. Enfin, c'est une table de routage en fait qu'on partage et on appelle ça le gossip. Hein, voilà. Et c'est un réseau de broadcasting qui est un sous-réseau, on va dire, de Bitcoin, parce que évidemment, il faut avoir des Bitcoins pour pouvoir faire du Lightning, mais c'est un réseau de broadcasting indépendant avec ses propres messages. Et donc, du coup, on peut publiquement analyser le traçage des fonds sur ces canaux de routage, on peut regarder comment ça circule et tout ça. Et donc, ça n'incite pas les gens qui potentiellement sont marginaux, ou on fait on récupérait des fonds qui ne sont pas propres. Il ne faut surtout pas les mettre dans des canaux Lightning de routage, hein, parce que du coup, on est en train de doxer littéralement son identité, on est en train de créer une identité et de pouvoir relier des sorties de transactions ensemble, donc il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que le Lightning n'est pas privé, encore une fois. Cette liquidité, donc comme c'est public, ça va aller vers des gros acteurs, naturellement. C'est-à-dire qu'il faut avoir la réputation, parce que l'autre chose qui est très importante, c'est que pour pouvoir recevoir de l'argent, c'est pas moi qui dois ouvrir un canal de paiement vers quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit ouvrir un canal de paiement vers moi. Parce qu'au début, quand on ouvre un canal de paiement, quand on crée un canal de paiement, en général, tout l'argent vient d'une personne. Par exemple, si je veux faire un canal de paiement avec toi, je prends un Bitcoin, je fais un canal de paiement avec toi d'un Bitcoin.
Mais du coup, combien tu as de Bitcoin dans ce canal? Bah, tu en as 0. Zéro. Et c'est moi qui en ai un. Donc si tu veux me payer, bien, tu peux pas. Et moi, si je veux recevoir avec ce canal, c'est-à-dire que je veux Je ne peux t'utiliser pas comme non plus. intermédiaire, tu ne peux pas non plus Parce m'envoyer qu'il y a l'argent. un bitcoin de ton côté, zéro du Voilà. mien. Voilà. Et donc, il faut redistribuer cette liquidité et notamment, bah, du coup, il faut que des gens se connectent à toi pour que tu puisses commencer à recevoir de l'argent et notamment faire du routage de paiement aussi, parce que ça s'applique aussi au routage. Il faut avoir cette capacité, on va dire, ces places vides sur le boulier pour pouvoir faire bouger les boules quelque part, pour faire le routage. Et donc, ça incite les gros acteurs, et notamment les exchanges ou les choses de ce type-là ou les wallets, à être des gros acteurs bien connectés au réseau pour les services qu'ils vont proposer, pour pouvoir être un bon pourvoyeur de services. Mais du coup, les personnes qui pourraient servir d'intermédiaires, les personnes plus petites, vont systématiquement se connecter à ces personnes-là. Parce qu'elles vont se dire, ah, j'aimerais me faire un nœud Lightning, avec qui je dois me connecter pour que mes paiements y passent. Et bien naturellement, Il y a une centralisation, une concentration. les au fur plus et à gros mesure. acteurs, c'est normal. Et donc en fait, c'est une centralisation qui n'est pas inhérente au protocole. Le protocole Lightning Non, il c'est pourrait une être maillé de recherche manière tout à d'efficacité. fait uniforme. C'est en fait une centralisation qui est sociale, qui est inhérente à la façon dont marchent les sociétés, quoi. Oui, c'est comme les villes, au final, les gens s'agglutinent au fur et à mesure, hein, parce qu'en Exactement. fait, c'est un centre économique. Enfin, et là, c'est C'est exactement la même chose. exactement la même chose. Et c'est dans les villes que tu vas avoir les transports en commun parce qu'ils sont plus rentables, parce que voilà, enfin, c'est normal. Donc on va centraliser les moyens parce que c'est plus Et efficient. donc, du coup, il y aura quelques. Enfin, en tout cas, si on se projette, ça a du sens qu'il y ait quelques gros pools de liquidités à travers le réseau Lightning Voilà. Network. Est-ce que tu vois des inconvénients à ça, enfin, sur Du coup, on pourrait se cette dire, évolution-là. le problème, c'est que ces gros acteurs, ils sont forcément connus puisqu'ils ont une réputation. leur côté éventuellement A5, Binance, enfin bref, tu vois, les plateformes d'échange par exemple qui ont énormément de liquidités, connectées, etc. dans l'écosystème. Exactement. Le risque du coup, ça serait. Le risque, ce serait qu'elles commencent à appliquer de la censure. Parce que du coup, elles vont se dire, ok, bah, le problème, c'est que maintenant, nous, on est gros, le gouvernement peut venir, peut nous dire, bah, en fait, nous, on veut pas que vous acceptiez les paiements de n'importe qui. Donc Vous toutes pouvez les pas- transactions qui passent par eux sont maintenant autorisées ou rejetées. Enfin, Par ça- exemple, ils pourraient décider de ne pas router les transactions de certaines personnes ou de ne router que s'ils ont l'autorisation. Et ils peuvent même faire des choses un peu plus fines. Ils peuvent dire, moi, je n'accepte pas de canaux de paiement de quelqu'un qui s'est pas déclaré chez moi. Et alors, on pourrait se dire, mais ça n'existe pas, ça. Alors, River Financial le fait depuis à peu près 1 an et demi. Donc, vous ne pouvez pas vous connecter à River Financial sur leur nœud Lightning si vous ne donnez pas votre adresse mail au minimum. Donc, ils ont lié une adresse mail avec une adresse je sais pas quoi IP ou et puis ils pourraient voilà. refuser que tu ouvres le canal avec eux. Ils pourraient, voilà. Et donc, il commence à y avoir des gens qui ont une capacité à rendre le réseau, enfin, qui font que le réseau est pratique à utiliser, parce qu'ils sont là pour donner de la liquidité à tout le monde, entre guillemets, qui commencent à dire, attention, moi je ne prends pas n'importe qui, il faut me demander l'autorisation. Et quand on commence à demander l'autorisation, immédiatement il va commencer à y avoir des petits blocages à certains endroits. Et ce qui est marrant, c'est que au fur et à mesure de ma réflexion sur Lightning et en discutant avec des gens très expérimentés et avec toutes les connaissances sur vraiment le sujet, j'ai l'impression de plus en plus que Lightning ne sera ni non custodial, c'est-à-dire en gros la plupart des gens vont utiliser Wallet of Satoshi et qu'en plus ça sera centralisé donc censurable en gros. Ouais, il y a un risque réel. Non, enfin plus que réel, parce Ouais. qu'en gros, la technologie est tellement efficace, et je vois par contre des personnes, Lightspark, enfin des sociétés comme Lightspark, qui sont en train de se positionner plutôt à dire, ok, le peer-to-peer Electronic Cash System, de nouveau, je ne connais pas les intentions, on les a rencontrés à Surfin, etc., mais beaucoup plus dans l'optimisation des rails de paiement au niveau B2B, c'est-à-dire ils vont aller voir un Visa, un Mastercard, etc., et de dire, les gars, en fait, on a une nouvelle technologie qui est beaucoup plus efficace pour faire ce que vous faisiez avec des rails qui sont complètement archaïques. Mais le Lightning, en fait, la plupart des gens, comme tu l'utilises toi, non, Ouais, en fait. on est d'accord. Tu vois, C'est c'est une optimisation des rails de paiement à l'échelle B2B. Ouais. Bon, ils trouvent ça beaucoup plus facile. En plus, c'est ouvert, interopérable, etc. Mais pour le bédouin moyen, non, le peer-to-peer Electronic Cash System pour monsieur, madame, tout le monde, enfin, honnêtement, j'y crois. Aujourd'hui, j'y crois pas. Avec Je peux carrément comprendre cette opinion. Et puis surtout, même si on prend l'opinion de celui qui l'a créé, le réseau Lightning, au départ, c'était principalement pensé pour l'arbitrage entre plateformes d'échange. C'est-à-dire que les transactions d'arbitrage entre les plateformes d'échange, il faut qu'elles passent on-chain.
En tout cas, avant le réseau Lightning, il fallait qu'elle passe on-chain. Or, les transactions d'arbitrage, forcément, il n'y a pas de risque, entre guillemets, dans l'arbitrage, c'est le principe, donc il faut qu'elle passe vite, le plus vite possible, c'est la vitesse qui compte. Et donc, elles vont mettre des frais de transaction absolument démentiels, parce que sinon, si on n'est pas le premier, à quoi ça sert de faire de l'arbitrage, quoi. Et donc, du coup, elles vont faire beaucoup de transactions avec beaucoup de frais de transaction. Et donc, elles vont rendre la chaîne très difficile à utiliser. Et donc, en fait, le réseau Lightning Network, c'est extrêmement bien pour faire cette tâche-là, de dire, ok, tu veux balancer l'argent d'un côté, de l'autre, etc. C'est exactement ce que tu dis sur les rails de settlement, en fait, des rails de compensation, quelque part, des différentes entités d'une filiale ou des choses de ce type-là. Ça, c'est très, très bien pour ça, parce que là, on a mis un peu d'argent dedans, et puis on en s'envoie la différence, quoi. Les soldes nets, on se les envoie les uns contre les autres, en permanence, très rapidement, c'est instantané, et c'est exactement ce qu'on veut quand on est une personne qui fait de l'arbitrage du prix sur les différentes plateformes d'échange. Donc c'est très bien pour ça. Et ça permet en plus du coup de libérer de la place sur la chaîne. Enfin, c'était vraiment l'objectif, ça libère de la place sur la chaîne. Mais je pense que Drija avait très vite arrêté le char, on va dire, des personnes qui étaient un petit peu trop en mode ça va scale suffisamment, en disant rappelez-vous quand même que si vous voulez que tout le monde utilise ça de manière un peu pratique, en ouvrant un peu moins d'une dizaine de canaux de paiement, pour la totalité de la Terre, il faudrait des blocs beaucoup plus gros. Parce qu'aujourd'hui, on ouvre 5000 canaux par bloc, à peu près. C'est ça, donc il faudrait quoi, 30, 40, 50 ans. Ouais, 30 ans pour que... En fait, j'avais fait le petit calcul, il faudrait 30 ans pour que chaque personne, 30 à 40 ans, pour que chaque personne ait son canal de paiement. Donc détiennent vraiment ces Satoshi, ces fonds sur le Lightning Network. Et donc là, on se dit, ok... Donc ça scale pas. Ça scale pas suffisamment, et puis surtout, on se dit, là, c'est une échelle basse, en fait. Là, on suppose qu'un canal par personne, ça va suffire. Ce qui n'est pas le cas. Ça va pas suffire. Parce que du coup, je peux censurer la personne. Donc en fait, ça suffit pas du tout. Donc, c'est pas suffisant. C'est pas comment on pourrait dire ça. C'est pas la solution parfaite. Ouais, il n'y a pas de solution parfaite. Il y a des réflexions qui avancent sur notamment utiliser les covenants pour scale, mais autrement, de manière non custodial, encore une fois, qui là sont beaucoup plus intéressantes. Parce qu'on peut vraiment... en fait, le souci principal, c'est que comme tu dis, dans le réseau actuellement, pour posséder les fonds, il faut avoir des fonds dans une sortie de transaction, une UTXO, dont on doit intervenir pour pouvoir la dépenser. C'est-à-dire, on possède une des clés, par exemple, de cette UTXO, et quoi qu'il advienne, on nous demandera toujours notre approbation pour dépenser ces fonds. S'il y a ne serait-ce qu'une condition qui fait qu'on n'a pas besoin de nous, on ne possède pas vraiment ces fonds-là. Sauf si, après, si tu mets des time locks ou des choses comme ça, il peut y avoir des considérations un peu particulières, mais voilà. C'est vraiment la base, c'est ça. C'est d'avoir le pouvoir, si je le désire à un moment T, de retirer mes sous du Lightning et de les récupérer sur la L1. C'est exactement, ça, être en possession de mes fonds. C'est vraiment dire de manière complètement unilatérale, je peux récupérer mes fonds et les transférer quelque part. Dans le pire cas où je ne peux pas le faire off-chain, je le fais on-chain. Je peux le faire. Le problème, c'est que du coup, pour un canal de paiement, on le fait qu'avec 2 personnes. Et on crée une UTXO pour 2 personnes. Et encore, ces 2 personnes, après, ça va pas suffire. Il faut reconnecter avec d'autres gens. Donc en fait, ça fait quasiment qu'une seule personne pour chaque UTXO. Donc il faut au minimum une UTXO par personne. Et c'est ça la limite, en fait. Et le but, ça serait de batcher, d'être plusieurs à détenir les UTXO. Et donc on pourrait commencer par ce qu'on appelle donc les channel factory ou les coin pools, qui sont en fait des multisigs avec plus que 2 clés. Donc là, ça commence à être intéressant, mais le problème, c'est que quand on commence à avoir plusieurs clés, c'est un petit peu un talk, un speech qu'avait fait Taj à Riga, c'est que quand tu commences à moins utiliser la chaîne et à passer plus off-chain, il y a de plus en plus de coordination à réaliser off-chain. Et cette coordination, elle peut être dure à réaliser. Donc avec 2 personnes, ça va. 3 personnes, il y a déjà beaucoup de choses qui ne marchent plus. Par exemple, ne serait-ce qu'un Diffie-Hellman en cryptographie avec 3 personnes, c'est très difficile à faire. Un quoi, pardon ? Un Diffie-Hellman, c'est un échange de clés, tout bêtement. Voilà, c'est déjà beaucoup plus difficile à faire quand on est 3. Et alors, si on commence à être 100, ça va être une galère pas possible. Il faut que tout le monde soit connecté à un moment pour qu'on puisse commencer à faire quelque chose. Donc, évidemment, on se dit... c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de... ça. Même faire x100, est-ce que ça suffit vraiment ? Et c'est très optimiste en plus, donc, mais est-ce que ça suffit vraiment ? Et alors qu'on est très optimiste, c'est compliqué. Et donc, actuellement, les réflexions qui sont portées, on va dire les réflexions sur le futur de Bitcoin à moyen terme, on va dire, quand je dis moyen terme, c'est prochaine soft fork en fait, c'est sur ce qu'on appelle les covenants, parce que les covenants, ça donne une solution pour posséder des fonds sans vraiment posséder l'UTXO.
parce qu'il faut encore une fois qu'on ait la possibilité de manière unilatérale de récupérer ces fonds. Et auparavant, ça impliquait avoir une clé publique qui correspond à l'argent qui est sur les fonds. Et en fait, les covenants, c'est une solution qui permet de dire ces fonds-là, cette UTXO-là, tu ne peux la dépenser que de cette façon-là exactement. On prévoit à l'avance de quelle façon tu peux dépenser les fonds dans cette sortie de transaction. On appelle ça l'introspection, c'est la capacité à raisonner aujourd'hui sur les sorties de la transaction qu'on fera demain. Et donc on peut notamment forcer une UTXO à être dépensée en d'autres UTXO qui elles-mêmes sont forcées d'être dépensées d'une autre façon, etc. etc. Et donc ça permettrait de scale un peu mieux. Et on peut faire une sorte d'arbre comme ça, de transaction qui dit, en fait, moi, il y a un moment, je peux prendre toutes ces conditions de dépenses, les aligner, et il y a un moment, à la fin, on obtient une UTXO qui appartient à ma clé publique. Et donc on se dit, ok, bon, ça fait plein de transactions dans un arbre, mais toutes ces transactions-là, je ne suis pas obligé de les mettre on-chain. En tout cas, pas tout de suite. C'est lorsque je vais vouloir réclamer mes fonds de manière unilatérale, où là, je dois remettre une branche de l'arbre on-chain pour pouvoir récupérer mes fonds. Donc, si tu avais une baguette magique, Là, si on avait une baguette magique pour faire des soft forks, on ferait un soft fork Covenant, ça c'est très clair. C'est-à-dire lequel Et alors malheureusement, il y en a beaucoup et on ne sait pas encore exactement. Où est-ce que tu te positionnes, Théo? Dis-le. C'est pas facile. En fait, moi, déjà, il faut savoir que ma position elle a changé au fil du temps et notamment cette année. Moi, l'année dernière, on m'aurait posé la question, j'aurais répondu que le Covenant qu'il faut faire, c'est Any Prevout, donc c'est un nouveau flag de signature qui permet d'éviter de prendre en compte les UTXO lorsqu'on signe, mais de prendre en compte que l'adresse entre guillemets. Donc on se dit ok, très bien, et en fait cette chose là permet de faire les coin pools, les channel factory, tous des protocoles comme ça de multisig un peu plus gros, parce qu'aujourd'hui on peut pas à cause on peut mais c'est très compliqué, c'est beaucoup trop de coordination qui ne scale pas. Et vient après, il y avait ce qu'on appelle Check Template Verify, le fameux CTV, qui lui est en fait juste une façon de dire cette sortie de transaction ne peut être dépensée que comme ça. Donc le vrai Covenant. C'est le Covenant, on va dire, pur. C'est basique. Any Prevout permet les Covenants, mais c'était pas forcément l'objectif premier. Voilà, c'était pas très clair au départ. Et là, c'est un Covenant beaucoup plus... c'est annoncé, la couleur est là. On voit que vraiment, le but, c'est de conditionner. En fait, d'une certaine façon, c'est une manière de faire des sortes de pré-signatures, mais sans le dire, sans avoir à ce que tout le monde soit présent pour le faire. Donc ça simplifie beaucoup de choses. On peut par exemple faire des canaux Lightning qu'on ouvre, mais qu'on ne dévoile à notre contrepartie avec qui on veut l'ouvrir qu'au moment où on veut envoyer un paiement, par exemple. Et ça permet de le faire parce que ça permet de reporter les transactions à plus tard, quelque part. Et au départ, c'était l'objectif de CTV, ça s'appelait OP Secure the Bag, pendant une période. Le but, c'était de dire, j'ai fait mon retrait, ça y est, c'est bon, je sais que je peux récupérer mes fonds, mais je le ferai quand la même pool sera moins congestionnée. Donc on veut la réponse, baguette magique. Donc cette année, je te dirais que si je devais vraiment choisir aujourd'hui... C'est toi qui avais les clés du code. Si c'est moi qui avais les clés du code, aujourd'hui je te ferais cette soft fork là dans le doute si j'avais la possibilité de le faire. Lequel? Tu fais CTV. Tu fais CTV. Voilà. Après, il y en a qui commencent à dire faisons un package où on fait tout en même temps. Alors, donc Any Prevout et CTV ensemble. Ouais, il y a même OP Vault qui a été proposé, encore un autre truc. Okay. Mais en fait, récemment, il y a eu d'autres recherches qui ont été découvertes, notamment un truc qui s'appelle la BitVM. On va pas en parler parce que sinon, on n'aura jamais fini la vidéo. C'est ça, exactement. Donc on va pas en parler, mais on va dire la BitVM a montré qu'on peut faire certaines choses. Et certains Covenants, une proposition qui s'appelle MATS, qui a été faite notamment par le développeur Ledger de l'application Bitcoin sur le Ledger, eh bien lui, il proposait un Covenant qui permet de faire un peu ce que fait la BitVM, mais en un peu mieux. Et il combinait ça au PCTV et il trouvait quelque chose qui permettait de faire des choses très complexes. Et on se dit, ah là là, ça pourrait être pas mal quand même de jouer un peu sur cet aspect-là. On n'en sait absolument rien. Et il n'y a pas consensus. Il n'y a pas consensus technique aujourd'hui sur un Covenant. En fait, c'est ça la malédiction des Covenants. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'on en a besoin. Mais on a plein de solutions sur la table qui disent, voilà, moi, ça permet plutôt d'optimiser ça. Moi, ça permet d'optimiser plutôt ça, etc. Chacun ses trade-offs. La taille que ça prend sur la blockchain, tout ça. Et en fait, à la fin, pour l'instant, personne n'a dit ce qu'il nous faut, c'est ça. Même toi, t'es pas positionné si je comprends bien, même toi, en fait, t'es dans le doute. Dans le doute, maintenant, je te dirais que je préférerais CTV à Any Prevout, simplement parce que, encore une fois, il y a une autre nouveauté qui est sortie qui s'appelle Arc, qui est permis un peu par ce que j'avais commencé à décrire avec cet arbre de Covenant, de transaction Covenant, qui est une solution de scaling qui permettrait cette fois-ci de scale vraiment à beaucoup de gens dès lors qu'on fait confiance à un service provider. Donc il y a quand même une centralisation de la liquidité, mais assumons-le, quoi.
Donc aujourd'hui, je te dirais que cette soft fork-là est plus intéressante pour pouvoir faire cette chose-là. Maintenant, même si j'avais la possibilité, si j'étais mainteneur du code, je te dirais, on fait aucune soft fork. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, il faut le code. Les gens qui nous disent on peut faire ça, on peut faire ça. CTV, il y a le code depuis longtemps. Je ne parle pas du code du soft fork, mais en fait du code de l'application qu'on a en tête du soft fork. C'est-à-dire, précise. C'est-à-dire, par exemple, Arc, on nous dit c'est super, mais il faut OPCTV. Et AnyPrevote ne marchera pas pour Arc. On dit ok, mais du coup, si tu veux pousser pour OPCTV, montre-nous le code de Arc, comment ça fonctionne avec OPCTV. Et là, on pourra voir si vraiment ça suffit. Parce que pour redonner un petit exemple, quand on a fait Taproot, il y a une petite optimisation qu'on a faite qui est de retirer ce qu'on appelle le bit de parité pour les clés publiques des courbes elliptiques. On a retiré ce bit de parité en se disant ça permet d'économiser de la place, c'est super, économiser de la place, c'est important. Très bien. Et aujourd'hui, les développeurs s'arrachent les cheveux sur ce bit de parité parce que tous les trucs comme Musig, Frost, tous ces systèmes d'agrégation de signatures qui ont fait que Taproot était une bonne soft fork, eh bien, ils sont beaucoup plus compliqués à implémenter à cause de ça. Donc on se dit, ok, donc en fait, faisons le code avant pour être sûr de ne pas refaire une bêtise. Et notamment, là, mais en fait, c'est sûr qu'il y aura une bêtise. Oui, il y aura forcément. C'est ça. En fait, forcément. C'est ce truc, c'est incroyable. Hein. C'est comme toujours, hein, une force et une faiblesse, cette ultra résistance au changement. Résistance au changement qui fait que, mais au final, est-ce que tu y crois? C'est comme l'ETF Bitcoin, c'est une question de temps, c'est pas un si, c'est un quand. Ouais. Est-ce que c'est la même chose sur les covenants? Est-ce que tu es confiant au final? Oui, il y aura un jour une soft fork okay. sur ça. Il y a trop d'applications qui ont l'air très intéressantes en théorie et qui ont vraiment besoin de ça. Donc il y aura, c'est sûr. Maintenant, là, ce qui nous prend du temps, c'est de dire sur quoi on se fixe là, pour ne pas encore avoir à en refaire une plus tard pour ce type de choses. Qu'est-ce qui débloque le plus de fonctionnalités, qui le fait bien, qui le fait propre, qui est utile, qui est demandé. Et pour l'instant, on a beaucoup de spéculation. Et en fait, il n'y a pas assez de code, je pense. Et c'est peut-être ça qui retient un peu les développeurs et qui fait que quand un développeur pousse un peu pour sa solution, se prend un retour de flamme assez important. C'est ce qui est arrivé à la personne qui a proposé CTV notamment. C'est que pour l'instant, on n'a pas encore d'application qui nous disent ok, ça va vraiment changer Bitcoin, ça va vraiment être intéressant. Théo, merci beaucoup. On a traité à peu près 20% des sujets. On voulait parler de BitVM, on voulait parler d'Ethereum, on voulait parler de Satoshi Nakamoto. Bref, il y avait plein de choses dans ma liste, mais c'était passionnant. Merci beaucoup. Et puis, tu vas venir nous rendre visite encore dans quelques mois pour nous donner un peu des updates sur justement les nouvelles failles trouvées sur LN ou l'évolution des covenants. Voilà. Et on parlera de BitVM éventuellement. Merci beaucoup, Théo. Merci de m'avoir reçu.